Salut la team Replay, des bisous à la team YouTube et à la team Patreon, bien sûr. Au programme du stream aujourd'hui, eh bien, on a parlé évidemment de tech, mais dans la tech, alors on a parlé de caméras avec les ennuis de GoPro, avec les futures stars de chez DJI, de chez Osmo. On a parlé aussi du futur de l'iPhone qui va être très intéressant. Même petite le 8, encore une fois, hein, comme les tablettes compactes. Mais on a aussi pas mal parlé de voitures, vous allez voir, des voitures du futur, des voitures d'hier qui essaient de se moderniser. Et ça nous a permis aussi de parler de jeux vidéo rapidement, avec les 6 premières minutes de Forza Horizon 6. Et ça sent vraiment très très bon. Je suis ce week-end, je vous le rappelle, au Frames Festival. N'hésitez pas à venir sur place à Avignon si vous y êtes. On sera bien à 11 h avec Arte pour Jour de Play et sur la chaîne Twitch Arte FR. Et on sera dimanche à 13 h avec toute l'équipe de Game of Roll au Conclave des Papes ou sur la chaîne de Mister MV. En attendant, bon visionnage et bon week-end. Ciao. J'ai envie de commencer avec de l'espace, parce que franchement, est-ce que ça fait pas du bien de voir des gens compétents produire des images magnifiques? Il y a de nouvelles vidéos qui sont sorties autour de la mission Artemis 2. Je vous rappelle que, la nuit dernière, il y a quelques heures, l'équipe était un peu coupée et regardez cette vidéo qui est assez incroyable. Vous allez voir, je vais vous la passer en full screen. Hop, ici. Puisque c'est, un angle de vue du décollage de la fusée, mais en infrarouge. C'est assez hypnotique à regarder. Donc vous voyez, ici, on ne capte pas des couleurs et des niveaux de lumière, mais on capte des niveaux de chaleur et ça donne toujours des images un petit peu folles et la vidéo est je sais pas comment vous dire, la vidéo est assez hypnotique à regarder. Je vais vous mettre le lien dans le chat dans quelques instants parce que là, j'ai mis en plein écran, mais regardez-moi cette caméra qui suit le big ass lanceur. Non mais regardez-moi, ça, je pourrais en faire des fonds d'écran de ça, c'est incroyable. Donc vous avez des différents angles de la fusée, puis après on va voir les différents modules qui vont se détacher. C'est assez fou. Voilà, regardez le détachement ici là, des modules qu'on a vu sous d'autres angles. Hop, c'est hypnotique. Je sais pas, je trouve ça assez hypnotique à regarder. C'est évidemment disponible sur la bibliothèque de la NASA. Voilà. Je squatte un petit peu tous les jours en ce moment dessus parce que toutes les nouvelles images sont assez dingues. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, voilà, à regarder. Donc il y a plein de nouvelles photos et puis, je vous rappelle qu'on avait regardé, pas mal de ces photos, pas mal de ces vidéos de décollage qui sont assez folles et sachez que, eh beh, il y a quelques fabricants qui ont tiré un peu, leur épingle du jeu puisque je vous rappelle que Nikon a réussi à embarquer notamment des Nikon D5 et des Nikon Z9 pour les photos, on va dire, un peu officielles. Mais on a vu aussi que les astronautes ont embarqué des iPhone 7 Pro, leurs iPhone 7 Pro personnels, pour prendre des selfies, prendre des photos de l'intérieur et bien un petit peu de la cabine. Donc ça a été évidemment un gros coup de pub pour Apple qui n'en demandait pas tant. J'ai même vu un petit ordinateur avec VLC qui était embarqué dedans. Voilà. Mais les dernières images qu'on a vues aussi sont des images qui ont été prises avec une vieille action cam. Et quand je dis une vieille action cam, ben, c'est vraiment une vieille action cam, puisque ici, GoPro eh bien, s'enorgueillit d'être un peu rentré dans l'histoire. Je vous mets le lien, hop, voilà. Puisque des images absolument folles d'une éclipse lunaire, une éclipse solaire, pardon, derrière la Lune, ont été prises depuis l'extérieur des modules spatiaux de la navette. C'est assez fou. Voilà, les images sont vraiment, 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 vraiment incroyables. Et ce qui est un peu dingue, c'est que, eh bien, pour une mission qui pèse des centaines de millions de dollars et qui embarque du matériel et avec un budget énorme, et ces photos absolument folles, 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 folles qui ont été prises, hein, regardez-moi ces photos. Celle-là, elle est c enfin, celle-là et celle-là, elles sont, on dirait du Elite Dangerous, hein, quand même, c'est fou. Eh bien, ces photos ont été prises avec une GoPro Hero 4. Une GoPro Hero 4. On en est à la GoPro Hero 13 ou 14. Donc là, une enfin, une action cam disponible dans le grand public depuis plus de 10 ans a été utilisée pour capturer des images, eh bien, historiques et inédites, pour l'humanité. Je suis presque, en mode: «Bah, les gars, c'est fou». Redpoint qui dit: «Pourquoi ça a l'air d'être aussi bien en basse lumière?» C'est pas vraiment de la basse lumière parce qu'en fait la GoPro elle capture une image qui est plutôt en haute lumière et ouais, quand on zoome dans les pixels, en taille réelle,
C'est pas Jojo, on va pas se mentir. C'est juste que la scène est folle. La qualité d'image, pas tant que ça en vrai. Là, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui stream en 1080p des images, qui sont réduites en taille et cetera, mais si on regarde en pleine balle, voilà. Imaginez la gueule que ça aurait eu avec des action cam de dernière génération, avec des capteurs 1 pouce, même avec un smartphone qui mettrait 1000 zéros un peu à une GoPro Hero 4 en termes de qualité d'image, voire au hasard un vrai appareil photo. C'est assez fou. Ouais, mais est-ce que la GoPro est dehors dans l'espace? Elle est accrochée, alors moi je crois à l'extérieur dans des modules, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est les Sébastien. Oui, on n'est pas en basse lumière, on n'est pas en photo de nuit en tout cas, puisque vous voyez que c'est très bien éclairé. C'est juste que, vous voyez, la Terre, reçoit bien la lumière du soleil, la navette est très, très bien éclairée par le soleil. Il n'y a que la Lune au milieu qui a cette sorte de masque, un masse un peu oxygène et massive. Mais c'est fou de se dire que ça a été pris avec une GoPro Hero 4. Ils auraient pas pu mettre à jour le matos? Et donc, ce qui est un peu fou, eh bien, c'est que c'était pas non plus une OPSP de la part d'Apple comme de GoPro là-dessus. Voilà. C'est pris du module size européen. Oui, d'ailleurs, il y a marqué qu'il y a ESA là. Voilà, ESA qui est ici là, hop. Qui est prêt depuis quelques années. On ne change pas les specs quand c'est construit. Ouais, bah, de toute façon, j'imagine bien que si vous avez, comment dire, des contraintes en termes de certification, de tests, et cetera, qui sont gigantesques et des chantiers qui prennent des années, voire des décennies, on ne peut pas changer comme ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, le petit module photo, bon, c'est pas grave parce que de toute façon, cette image est folle, mais ce n'est qu'une des nombreuses images qui ont été prises avec l'Armada. Je vous avais montré hier en stream, hein, n'hésitez pas à aller voir le replay. J'avais mis un lien vers le PDF qui détaillait un peu tout le matériel de capture d'image qui avait été embarqué. Et évidemment, il y a des appareils des appareils grand public plus compétents et plus modernes qui ont été aussi embarqués. Mais c'est vrai que c'était assez fou, assez fou. Peut-être sûr, Guy, de ce que j'ai compris, le processus de certification des matériels est très long. Oui, mais c'est ça que je trouve étrange, c'est que en même temps, on est à un moment où les astronautes ont pu embarquer leurs iPhone 17 Pro avec eux, même si encore une fois, les iPhone 17 Pro étaient considérés comme du matériel personnel qui a été embarqué. Donc c'est du matériel qui est très récent. Il n'y a pas pu avoir des tests de certification autour d'un iPhone 7 Pro qui est sorti en septembre 2025. Et donc voilà. Mais c'est vrai que sur d'autres matériels, effectivement, des fois, c'est très, très long à mettre en place et on en avait parlé d'ailleurs avec le petit rover sur Mars. Le temps que ce petit rover arrive sur Mars, en fait, même les technologies qu'ils utilisent et cetera, on a déjà fait des progrès pour avoir une 2e ou 3e génération d'ici là. Donc je sais que ça prend un temps fou. Mais quand on se dit qu'on a du matériel Nikon assez moderne, du matériel Apple du dernier cri, c'est vrai que c'est bizarre de se dire que là, on a utilisé des action cam qui, du coup, bah, ont une dizaine d'années, quoi. Mais bon. Je voulais vous parler évidemment de cette photo, de ces 2 photos absolument dingos prises avec une action cam GoPro. Pour vous parler, eh bien, d'un premier segment dans la tech aujourd'hui, puisque ça va être un segment action cam. J'en parle pas souvent. Je vous rappelle les action cam que je considère comme les monopolies des caméras, c'est-à-dire que tu les achètes et après tu les sors à peu près une fois par an. Voilà, quand tu es avec la famille, voilà. Bref, c'est peut-être un des problèmes historiques autour de GoPro, puisque GoPro vient d'annoncer ici, dans un document très précis, qu'ils allaient virer 23 je crois, de leurs employés. Voilà. C'est évidemment pas Jojo, mais GoPro qui, pour plein de raisons un peu historiques, a beaucoup de mal, eh bien, à se maintenir dans une forme de comment dire? De croissance et de santé financière. Et je vous rappelle que, si je ne m'abuse, voilà, j'avais pris aussi le papier d'ici il y a déjà 1 an et demi. En août 2024, il y avait déjà eu une vague de licenciements chez GoPro. Je vous rappelle que GoPro est arrivé et ils ont connu une explosion folle puisque GoPro, un peu comme Frigidaire ou Kleenex ou Coca-Cola, est devenu synonyme d'action cam, hein. On dit plus souvent une GoPro qu'une action cam et ça, c'est un petit peu dingue en soi. Mais c'est vrai que derrière, ils n'ont pas su surfer sur plusieurs, eh bien, challenges, qui sont dus à la nature du business et la manière dont GoPro a été, gérée. Donc je vous rappelle que le 1er problème, eh bien, de GoPro, le premier problème de GoPro, c'est que la nature même
de l'action cam, elle est déceptive pour une immense partie des clients. C'est-à-dire que les action cam, globalement, fonctionnent bien, un peu comme annoncé. On peut vraiment faire des vidéos assez impressionnantes avec, on peut les attacher partout, c'est résistant, c'est compact, etc. Voilà, c'est étanche, pas de souci. Le problème, comme je le dis souvent, c'est qu'on n'a jamais la vie qui va avec ces caméras. Et donc, on voit des Candy Stovex jumper à travers des falaises complètement dingues. On voit des gens faire du base jumping ou sauter depuis la limite de l'atmosphère, des gens nager avec des baleines. C'est super, voilà. Et il n'y a pas de trucage au sens où les caméras fonctionnent bien comme ça. On voit toutes les vidéos Red Bull qui ont aidé à démocratiser les action cam. Pas de souci. Le problème, c'est qu'évidemment, souvent, quand on achète une action cam et qu'on l'utilise nous-mêmes, globalement, on se retrouve avec les contraintes d'une caméra. C'est-à-dire qu'on filme beaucoup de choses et il y a vraiment très, très peu de choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, il faut faire du montage après. Et puis, bah, encore une fois, une fois que tu l'as attaché sur ton vélo, que tu as fait un trajet de trajet, tu dis, j'ai 60 gigas de trajet quotidien de vélo, qu'est-ce que j'en fais? Bah, en fait, pas grand-chose. Donc, c'était déjà une des premières crises qu'avait traversé GoPro, c'était que les gens n'allaient pas forcément racheter tout de suite une nouvelle caméra parce qu'ils sortaient une GoPro tous les ans. Et en même temps, les gens qui achètent des GoPro, beaucoup de personnes, moi comprises, sont un peu déçus au final parce que, pas à cause du produit, mais à cause de la vie qui est vendue avec et qui est pas la vie de 99 des gens qui achètent une GoPro. Donc ça, c'était le premier problème, de GoPro. Le deuxième problème, vous l'imaginez, c'est un peu comme Roomba. J'ai pas eu le temps de vous en parler dans la revue de presse, mais vous savez que, iRobot, la marque qui a créé le Roomba, qui a quasiment inventé les aspirateurs, robots et le segment, un peu comme GoPro, a souffert de la concurrence des marques chinoises. Et c'est toujours pareil. Maintenant, je pense que vous commencez à connaître l'histoire. Vous avez une bonne idée. Vous avez envie d'optimiser vos gains. Donc, en fait, vous la faites fabriquer par la meilleure usine du monde qui est souvent en Chine. Et à la fin, eh bien, les Chinois, ils comprennent ce que vous faites. Ils comprennent la petite taxe que vous mettez pour le marketing et pour le côté premium. Et ils vont fabriquer des objets qui sont souvent moins chers et qui itèrent beaucoup plus vite que vous. Et c'est comme ça que, en fait, on s'est retrouvé très très vite avec des robots aspirateurs de chez Ecovacs et de plein de marques, Dreameux, etc., qui ont supplanté très très vite en fait le Roomba d'Aerobot. Et donc tout le monde connaissait le Roomba, mais au bout d'un moment, en fait, ils ont été noyés par la concurrence chinoise qui faisait mieux pour moins cher. Là, c'est un peu pareil avec GoPro. Ces dernières années, GoPro, ils ont eu beaucoup de temps à faire évoluer leur caméra et des concurrents sont arrivés. En tête, évidemment, DJI et Insta360, dont je vais parler dans quelques instants. Même Boudia, t'inquiète pas, c'est au sommaire de la revue de presse. Mais qui sont arrivés avec des technologies, qui sont arrivés avec des itérations et qui ont très très vite floudé le marché. Et depuis quelques années, euh, la meilleure action cam n'est très certainement pas une GoPro Hero, mais plutôt une Insta360 Ace 2 Pro ou une DJI Osmo Action, etc. Bref. Donc, GoPro est en galère. GoPro donc a licencié il y a 1 an et demi. GoPro avait, je vous rappelle aussi, tenté le marché des drones et se sont complètement viandés sur le marché des drones. Là où DJI est venu concurrencer GoPro, GoPro n'a pas réussi à concurrencer DJI du tout. Et donc le drone leur a coûté très très cher en développement, en ressources par rapport au développement d'autres caméras, etc. Et ils ont dû abandonner le drone un peu en catastrophe. Ils sont venus sur les caméras 360, mais aujourd'hui, c'est très, très difficile de concurrencer Insta360 avec leurs caméras. Et donc voilà où se trouve GoPro aujourd'hui. Avec un nom qui est très connu, mais avec des produits qui sont un peu bloqués dans leur segment. Les dernières news que j'avais vues passer au début de l'année avec le salon professionnel du broadcasting, le NAB aux États-Unis, c'est que GoPro promettait justement un nouveau processeur et surtout des produits qui allaient être beaucoup plus faits pour les équipes professionnelles, donc le broadcast, les créatrices de contenu, etc. Donc on attend impatiemment de voir ce que GoPro a dans sa besace pour cette année et l'année prochaine en termes de produits un peu plus novateurs, un peu plus costauds, etc. À voir sur les algorithmes aussi. Là, ils ont été très très en retard sur les applications qu'elle a avec, sur les capteurs, etc., etc. Bref. Donc, bien joué Sébastien. Donc voilà pour GoPro qui malheureusement, coup sur coup, en août 2024, vous le voyez ici, et désormais, là, il y a quelques jours, annonce des licenciements de masse. Je me demande s'ils vont pas à un moment être rachetés par justement un concurrent chinois qui se porte très très bien, qui a besoin d'un nom un peu stylé, et ils vont se retrouver comme je sais pas moi, Hasselblad ou d'autres marques, devenir plutôt un prête-nom pour une marque autrement plus solide. Justement, en parlant d'autres marques un peu plus solides, on attend maintenant beaucoup de chez
DJI. Et DJI, je vous rappelle que DJI a cartonné avec ses drones, puis ses caméras et ses bras stabilisateurs. Et aussi, eh bien, DJI a tout pété avec la DJI Osmo Pocket 3. Je vous rappelle, un petit capteur 1 pouce monté sur une petite nacelle et un stabilisateur 3 axes. C'est petit, ça tient dans la poignée. Le troisième modèle avait ce capteur qui permettait d'avoir cette image vraiment très très belle et qui arrivait enfin à se différencier des smartphones. Et je vous rappelle que la Osmo Pocket 3 est devenue la caméra par excellence. Ils en ont vendu des millions et que ce soit des pros, des amateurs, du coup, et ben, c'est une caméra qui produit des résultats très, très chouettes et très, très beaux, voilà, et ça cartonne. Même moi, j'ai voulu en acheter plusieurs fois et j'hésitais. J'ai peut-être bien fait d'attendre puisque ça fait maintenant des mois et des mois qu'on attend la Osmo Pocket 4 et on a des leaks qui arrivent toujours de plus en plus et là, ça y est, on a eu eh bien, on a eu la fuite. Je vous rappelle que depuis plusieurs semaines, il y a des revendeurs qui s'amusent à montrer les stocks qu'ils sont en train de remplir pour vendre la DJI Osmo Pocket 4. Et là, voici, elle devrait être annoncée entre le 16 et le 21 avril. Je pense que tout le monde va sauter dessus, à moins que, vous allez voir, foreshadowing, à moins que. Bref. Ici, on a quelques nouveautés sur la caméra qui est quand même beaucoup dans le style de la Osmo Pocket 3. Mais vous allez voir, le point d'un point de vue hardware, c'est que la caméra possède des touches en plus en termes de commandes mécaniques. Elle a un boîtier qui est un peu plus compact. Et vous le voyez ici, elle a l'air d'être livrée dans sa version de base avec un DJI Mic 3, ce qui serait une première, puisque normalement, il faut acheter le combo Creator avec 2 batteries supplémentaires, les micros. Et voilà. Donc là, vous voyez, la caméra ici, vous allez la voir dans quelques instants, elle est livrée dans un kit un peu complet. Ce qui nous intéressera un peu plus pour vous si vous voulez l'acheter, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle va être très très attendue cette caméra, eh bien c'est que il y a 2 points plutôt cool. Le premier point, c'est qu'elle va être dotée de plus de 100 gigas de mémoire en interne. Donc globalement, 100 gigas, vous avez de quoi partir tranquillement, sans vous prendre la tête avec, eh bien, avec de quoi filmer toute la journée, les doigts dans le nez. Elle aurait également une qualité d'image qui serait un petit peu améliorée, avec notamment une plage dynamique qui serait améliorée. C'est toujours un peu le nerf de guerre des caméras là-dessus. Donc on parlerait de 14 niveaux de plage dynamique en vidéo, ce qui serait vraiment très très bien. Et elle aurait un zoom numérique, mais le zoom numérique avait déjà été ajouté dans les dernières versions de la DJI Pocket, Osmo Pocket 3. Donc voilà, ce sera intéressant de voir eh bien, ce que ça va donner là-dessus pour un lancement qui sera très 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 bientôt. Merci Gérald Moski pour le 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'ajoute le petit sub. Moi qui, eh bien, hésitais depuis longtemps à en prendre une, ce sera peut-être le cas pour filmer, du contenu. J'attends qu'une seule chose quand même, c'est que ce genre de caméra, je trouve ça un petit peu bête, mais pour moi, ce serait le rêve si on pouvait avoir un mode PTZ. Donc le mode PTZ permet globalement ce sont des caméras qui sont beaucoup utilisées en télévision, qui sont montées sur rotule aussi, mais qu'on commande depuis la régie. Donc vous êtes en régie, vous n'avez pas à déplacer quelqu'un pour rebouger un peu un cadre et cetera. Je vous avoue que ça fait longtemps, je vous en parlais déjà avec la Osmo Pocket 3, que, j'aurais voulu d'avoir cette caméra, mais qui me permette en fait d'un coup de raccourci OBS de passer du mode, caméra de front à une caméra zénitale. Vous voyez? Donc la caméra, l'idée c'est qu'elle serait, eh bien, orientée, vers moi et puis en fait, j'appuie sur un bouton d'OBS et hop, elle s'abaisse pour faire un truc de zénital. Ça aurait été un peu le dream, je pense. Je crois que c'est toujours pas possible avec la Osmo Pocket 3. Il y a des gens qui ont tenté de le faire, mais je crois que c'est toujours pas possible à faire d'avoir cette, de commander en fait, la caméra depuis OBS ou depuis son ordinateur. Je pense que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très, très cool à voir. Bref, l'Osmo Pocket 4, vous voyez, ça va pas être une révolution par rapport à l'Osmo Pocket 3, mais encore une fois, vu comment cette caméra est populaire et produit des résultats un peu fous, ça devrait être un petit carton. J'attends surtout de voir effectivement si la vidéo change. Maintenant, évidemment, je vais vous parler de la concurrente, parce qu'évidemment, j'ai dit qu'il y avait un segment caméra, et qui dit DJI dit Insta360, et Insta360 qui, eh bien, fait avancer aussi ses pions sur la future concurrente de la Osmo Pocket 4. Et depuis le début de l'année, eh bien Insta360, qui je vous rappelle faisait des caméras 360, puis s'est mis à faire des caméras, des action cam pour venir concurrencer GoPro et DJI, puis s'est mis à faire des drones avec sa marque Antigravity, qui a l'avantage d'être une des rares marques de drones chinoises qui n'est pas encore interdite aux États-Unis. Bref, ils avaient annoncé au début de l'année qu'ils allaient lancer une caméra qui s'appelait Luna.
Et la caméra Luna allait concurrencer et donner du grain à moudre pour les gens qui étaient fans de la DJI Osmo Pocket qui, je vous rappelle, s'est vendue, à des millions d'exemplaires. Et évidemment, pareil, il joue au jeu des fuites et des teasings petit à petit. Mais évidemment, vous voyez ici que sur le dernier teasing, ce qui change beaucoup, c'est que vous le voyez sur la nacelle par rapport à la Osmo Pocket 3, nous aurions 2 caméras. Bonjour Cooksy dans le chat. Nous aurions 2 caméras au lieu d'une, ce qui changerait beaucoup de choses puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, une Osmo Pocket, c'est une caméra, enfin un capteur avec une optique grand angle et qu'on a un zoom x2 qui est un zoom électronique. Donc on vient zoomer dans l'image plus qu'autre chose et c'est tout. Là, ici, selon notre bout de check, la Luna va être équipée de 2 caméras intégrées et c'est un peu ce que font aujourd'hui les smartphones pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas intégrer des zooms optiques qui prennent de la place, qui sont fragiles. Aujourd'hui, nos smartphones modernes ont 2, 3, 4 modules photo collés les uns aux autres parce que c'est plus facile de multiplier les modules photo que de créer des zooms. Ce serait vraiment très intéressant de voir là-dessus ce que ça va donner. On voit aussi que les commandes ont l'air d'être assez nombreuses, plus nombreuses que notamment que sur la Osmo Pocket 3. Et j'attends évidemment de voir ce que va donner Insta360 avec cette caméra parce que pour avoir testé leur caméra 360, je les trouve vraiment très, 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 très bien. On a testé la X5 de chez eux qui était vraiment impressionnante. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ça va évidemment pousser DJI et Insta360 à se tirer la bourre sur les fonctionnalités, les performances et évidemment le prix. Donc si vous voulez acheter une caméra, attendez peut-être quelques jours, il risque d'y avoir des annonces très intéressantes. Maintenant, on va passer eh bien, au smartphone, mais ma transition, c'est qu'on va encore parler d'Insta360, qui ont sorti un accessoire que je trouve plutôt rigolo. Voilà. Et cet accessoire, eh bien, c'est un écran pour faire des selfies avec votre appareil photo principal. Oui, tout à fait. L'idée, eh bien, c'est que Insta360 vend désormais un écran qui voyez ici, qui s'aimante sur votre téléphone, alimenté en USB-C. Et quand vous le mettez en marche sur iOS ou sur Android, en espérant évidemment qu'il est compatible, eh bien, il va vous permettre d'utiliser vos 3 meilleures caméras, on va dire, plutôt que la caméra frontale, pour faire des meilleurs selfies avec une meilleure qualité d'image. Ça fait longtemps qu'il y a des constructeurs qui tournent autour de ça. On avait vu notamment aussi une coque, comment dire, une coque d'iPhone avec un écran rond intégré qui permettait de reprendre la vue et de profiter des meilleures cams. Et ça montrait encore une fois à quel point le game des selfies est vraiment très très important dans l'acte d'achat aujourd'hui d'un téléphone. Bref, c'est pas les premiers à le faire, mais leurs produits s'annoncent plutôt intéressants. J'ai eu déjà des petits tests là-dessus. Si vous êtes vraiment dans la team selfie, c'est vrai que c'est bête de ne pas profiter des 3 meilleurs modules caméra par rapport aux autres. Il y a un modèle à 80 $, je crois, donc là, attention, c'est les tarifs, canadiens. Mais il y a un modèle à 80 $, on va aller voir sur le store français. Et il y a un modèle à 90 $. Le modèle à 90 $, il intègre aussi une lumière sur les côtés. Donc encore plus utile si vraiment, vous êtes parti pour, j'ai envie de dire pour faire du selfie sérieusement. Voilà. Europe, on va aller en France. Est-ce que c'est apparu en France? Elle est où ma France? Elle est où ma France? France. Ça double l'épaisseur et le poids, dit Fletcher. Alors, ouais, je vais mettre le bon lien, ça va être mieux de mettre le lien français. Hop là, voilà, ici, vous voyez que c'est à 86 € sans la lumière et 96 € avec la lumière, sachant que la partie avec la lumière est plus épaisse. La partie sans lumière est plus fine. Vous allez voir ici de côté, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et la partie avec lumière, vous voyez, ça c'est sans lumière, c'est plutôt fin. Et la partie avec lumière, que je pense être beaucoup plus intéressante, on va pas se mentir, parce que quitte à avoir le truc, autant avoir la ring light, eh bien, elle est, je crois, plus épaisse, 6 millimètres plus épaisse. Ouais, mais avec un 17 Pro Max, tu vas pouvoir faire du contenu d'une qualité dingue. Bah, disons que si vous êtes là pour faire du vlogging, notamment, effectivement, si tu fais du vlogging, autant vous filmer avec les meilleures caméras. Et ça fait sens.
Maintenant, je me demande si à un moment, il faudrait pas inventer carrément une coque de téléphone. Je j'avais vu une co vous allez voir, j'avais vu une coque de téléphone avec un écran rond qui permettait de faire la même chose, mais qui était un peu mal foutu. Vous allez voir, c'était, iPhone case selfie et je crois que c'était un écran rond. C'était ça, c'était un écran rond? Ouais. C'était ça. Voilà. La Selfix, je la mets. Les téléphones pliants peuvent servir de retour, ou certains téléphones pliants, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hop, je vous la mets ici. Attendez, je vous mets le lien. Mais je crois que c'était beaucoup moins complet en termes de fonctionnalités. Et puis c'est limité évidemment à un smartphone. Est-ce que c'est signe d'une époque? Tout à fait, Kevorkian, tout à fait. À une époque où on fait beaucoup de selfies, les gens font du vlogging et se filment en train de discuter. Je vous rappelle hein, que ça avait même, ça avait même changé la forme des appareils photo, parce que beaucoup d'appareils photo avaient des rotules d'écran qui permettaient de tourner sur le côté ou sur le dessus pour se voir en train de se filmer. Donc c'est évidemment un signe des temps où les gens sont tous un peu eh bien, autoproducteuristes d'eux-mêmes et voilà, et gèrent tout ça. Quoi. Wesh Pichelet qui dit est-ce qu'on a des nouvelles, les cannes à selfie? Ah, les selfie sticks, la légende, les selfie sticks. Je crois que ça a un peu perdu sa superbe quand même, on va pas se mentir. Le problème de tous ces accessoires qui viennent se pincer, c'est dépincer vos smartphones, c'est que c'est galère à pincer, à dépincer d'un smartphone globalement. Donc je pense que les constructeurs ont plutôt aujourd'hui fourni, des capteurs et des optiques avec des plus grands, angles, qui te permettent de te capter de plus loin et plus facilement, mais ouais. La grande époque des selfie sticks, c'était pas la plus glorieuse. C'était pas la plus glorieuse. Donc voilà pour ce petit gadget de Insta360. Ce qui me fait ma transition vers les smartphones. Et on va parler eh bien, ici d'Apple. Et on va commencer par une très très belle présentation de l'entreprise Sheets.work qui est spécialisée dans les PowerPoint faits avec Google Sheets. Je rigole pas. Mais qui a fait un petit data drop hyper chouette qui revient un peu sur eh bien, l'histoire de l'iPhone et des 52 modèles d'iPhone qui ont existé depuis maintenant bientôt 20 ans, puisque je vous rappelle que dans un peu plus d'un an, on fêtera les 20 ans de l'iPhone. Voilà. 19 ans, 52 modèles, 2,3 milliards d'iPhone vendus dans le monde. C'est juste complètement fou. Et on a un très 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 beau, une très belle visualisation eh bien, de tout ce qui a été fait ces derniers temps. On a évidemment les points clés. Je suis assez d'accord avec Sheets.work hein, sur ce qui a été des moments clés de l'iPhone. Évidemment, le premier iPhone, l'écran Retina et plus généralement, en fait, aussi l'appareil photo potable de l'iPhone 4, qui je pense est sûrement l'iPhone le plus important de l'histoire. Le Touch ID, voilà, qui avait fait de l'iPhone 5S un téléphone un peu nouveau là-dessus. Moi, j'étais un fan de l'iPhone 5S couleur gold. Ça, c'était vraiment fou. Évidemment, l'iPhone qui a été l'iPhone vraiment le premier iPhone de l'ère Tim Cook, l'iPhone 6, c'est-à-dire un iPhone qui écoute les tendances du marché. Et les tendances du marché, c'était il faut des plus grands écrans chez Android et notamment Samsung cartonne avec des grands écrans. Et donc, je vous rappelle que, eh bien, Apple avait finalement suivi la tendance, contrairement à ce que Steve Jobs voulait, c'est-à-dire des téléphones qui se manient avec une main et un seul pouce. Et pendant longtemps, l'iPhone 6 a été l'iPhone le plus vendu de l'histoire. Voilà, 231 millions d'iPhone 6 vendus. Voilà. L'iPhone 7, bon, avec la fin de la prise jack et de la prise écouteur, avec le fameux moment aussi où il faut avoir du courage pour avancer, nous et Phil Schiller. Bon, c'est pas le moment le plus glorieux, mais voilà. Évidemment, l'iPhone 10 qui a présidé au design de l'iPhone depuis bientôt 10 ans et de quasiment tous les smartphones. Hein, voilà, on va pas se mentir. Qui a été un des téléphones les plus rentables à acheter. Un des plus rentables à acheter. Et ensuite, l'iPhone 12 avec ce fameux design flat qui est toujours aujourd'hui d'actualité. Eh bien, 6 ans plus tard, on a toujours ces bords désormais plats et légèrement arrondis qui sont un peu la signature de la plupart des téléphones. Voilà, la Dynamic Island, je ne pense pas que ce soit un truc qui soit majeur dans l'histoire de l'iPhone, on va pas se mentir. L'USB-C, voilà, je vous rappelle que le Lightning était déjà et de facto un USB-C avec une forme différente, mais l'USB-C. Apple Intelligence, bon, on va passer, et l'iPhone Air, qui pour moi est plutôt un
un signe d'un échec du renouvellement de l'iPhone ces dernières années, avant évidemment qu'on parle de l'iFold. Merci beaucoup, Lardon trop cuit pour l'abonnement de niveau 1 et on rajoute des pompes, c'est parti. Alors, hop, je vois, que je parle le prise Jack et il y a M. Wendigo qui apparaît dans le chat. Incroyable, il est là! Bien joué, bonjour à toi. Eh oui, l'iPhone 7, c'était l'iPhone qui a enterré, la prise jack. Apple ont jamais été les derniers, même souvent les premiers, à forcer ou à faire avancer des nouvelles normes, hein. On se rappelle de l'iMac, hein, qui avait fait hurler des gens parce qu'il retirait le lecteur de disquette pour, faire le pari de cette norme bizarre qui s'appelle l'USB, et Apple avait raison et on se rappelle aussi évidemment cet iPhone 7 qui a fait hurler tout le monde en retirant la prise jack et je pense que d'un point de vue purement business, ils ont eu raison parce qu'ils ont flairé les écouteurs intra-auriculaires, true wireless un peu avant tout le monde en termes de grand public avec le succès qu'on leur connaît. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient aucun intérêt, d'un point de vue technologique à retirer la prise jack. Me dites pas qu'ils auraient gagné vraiment de la capacité de batterie ou autre en retirant la prise jack, mais c'était évidemment pour pousser les gens à adopter plutôt, eh bien, des écouteurs sans fil, enfin au début des écouteurs USB-C Lightning, mais surtout des écouteurs sans fil. Donc c'était d'un point de vue business très malin de leur part. Mais d'un point de vue, consommateur-consommatrice, c'était évidemment pas très, très cool. La charge par induction avec l'iPhone 10 était le premier dit Narco. Non, 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 la charge à induction c'est déjà sur d'autres appareils depuis un petit bout de temps. C'est plutôt je pense que c'est plutôt la combinaison de d'aimants et de charge à induction qui ont fait que le MagSafe notamment est vraiment aujourd'hui, je pense, le meilleur système de charge pour téléphone d'un point de vue ergonomie et praticité. Mais sinon, non, c'était clairement pas les premiers à faire une charge par induction, quoi. De toute façon, Apple sont rarement les premiers parce qu'il y a toujours une marque qui a introduit un truc avant les autres, donc c'est rarement les premiers. Voilà, les écrans LED, c'est pas les premiers. Les encoches, c'est pas les premiers. Maintenant, comment ils intègrent tout ça? Ils le font souvent avec quelque chose, qui devient un peu la norme derrière, donc c'est un peu différent. Les caméras, on est passé de 2 à 48 mégapixels et point important aussi, le prix. Alors je suis un petit peu déçu parce que sur ce modèle de prix, on ne voit évidemment pas, l'inflation qui est prise en compte, qui fait qu'évidemment aujourd'hui, l'iPhone de 2007 ne coûterait pas 499 au prix d'aujourd'hui, mais il serait plutôt proche des, vous voyez ici des 799 auxquels on est actuellement. Il faudrait que quelqu'un me fasse le calcul sur combien coûtait, heu, eh bien, 500 en 2007. Mais, vous voyez ici qu'on est à, 800 en 2023 et vous voyez qu'en bleu, il y a la gamme Pro qui est apparue à partir, eh bien, hop, des iPhones avec une différenciation de gamme à partir de l'iPhone 5, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus et ensuite on a eu, eh bien, à partir de l'iPhone 10, on a commencé à voir des gammes vraiment se différencier. Avec, vous voyez ici, l'iPhone 10 qui était, 300 plus cher et après, on avait le XR, le pas cher, le XS. Et on a eu la fameuse gamme Pro qui est née il y a 7 ans avec l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro Max. Merci YoWave pour le sub. Est-ce que j'ai dit merci à YoWave pour le sub? Je crois pas. Merci à toi. J'ajoute les subs. Let's go. Sinon, j'ai oublié que je t'avais déjà remercié. Je suis vieux. On va voir. Bref. Voilà. Ah, je voulais dire chez Apple, quel iPhone a introduit la charge à induction? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais demander à Google. Pourrais-tu me dire combien valent en 2026 $500 en 2007? Donc voilà, comme vous le voyez encore une fois, si on part, d'après Google, d'un 500 qui vaudrait aujourd'hui 775 et bien, vous voyez, ça veut dire que l'iPhone, notamment, 17 et l'iPhone 16 sont à des prix qui ont quasiment pas bougé si on tient compte de l'inflation. Eh bien, par rapport au prix de l'époque. Donc, vous voyez, on est sur une constante qui est assez impressionnante. Je vous disais aussi, souvent, l'iPhone Pro, lui, est resté très longtemps à 999 là-dessus, même si on parle ici des Pro Max, mais les Pro tout court sont restés quasiment non-stop depuis, eh bien, vous le voyez, 2017, autour des 999 Donc, on a une, comment dire, une très très grosse stabilité de la part d'Apple sur les tarots. Ouais, moi, Nico, je préfère convertir de la même monnaie à la même monnaie parce qu'évidemment, sinon, si on prend en compte la conversion, on a aussi des parités de devises qui ne sont plus les mêmes entre 2007 et 2026. Donc, enfin, peut-être qu'en ce moment, le dollar vaut aussi cher en euros qu'en 2007, mais globalement, je préfère convertir d'euro à euro et de dollar à dollar, quoi.
Mamouda qui dit: «Si je devais choisir entre un iPhone 17 Pro et un Osmo Pocket pour la création de contenu, je prendrais quoi?» Question, question intéressante, question un peu éternelle. Sur la prise de vue pure et dure, évidemment que le Osmo, Pocket apporte une ergonomie, et un style d'image, vu sa stabilisation, que je trouve sans commune mesure avec ce qu'aucun téléphone peut apporter. Mais ensuite, évidemment, quel type de création de contenu tu fais? Si tu fais surtout de la photo ou des stories, un iPhone est évidemment beaucoup plus performant qu'un Osmo Pocket en photo. Si tu veux faire de la publication, tout faire de A à Z depuis un seul outil, évidemment que tu vas autant prendre un bon téléphone plutôt qu'un téléphone plus un Osmo Pocket. Si tu fais la création de contenu comme j'aimerais en faire, c'est-à-dire, streamer, filmer des choses dans la rue et cetera et ensuite monter plutôt chez moi, des choses, je préfère avoir un Osmo Pocket en plus que de payer cher pour un téléphone qui fait des très, très bonnes vidéos et des très bonnes photos. Donc ce sont des philosophies différentes, je pense, qui ont évidemment des points où ils se piétinent, le marché l'un et l'autre. Mais si j'avais, on va dire, un budget un peu plus serré, je pense que je prendrais un iPhone Pro plutôt qu'un téléphone plus une DJI Osmo Pocket, histoire d'avoir un téléphone qui fait de la très, très bonne vidéo. C'est toujours, je pense, la meilleure prise de vidéo aujourd'hui pour faire la création de contenu, avec les meilleurs, codecs et cetera et toute la production est sur le téléphone. Ensuite, je pense que on peut faire des choses très intéressantes avec un DJI Osmo Pocket 4 notamment. À voir. C'est assez différent. Il faut voir le budget, sachant qu'un DJI Osmo Pocket aujourd'hui, ça vaut entre 450 et 650 euros si vous le prenez seul ou avec le combo. Un iPhone Pro par rapport à un iPhone pas Pro, ça vaut 200 à 300 euros en plus. Je sais plus, il faudrait aller revoir les prix. Donc c'est vrai que c'est une question de choix. Mais moi, personnellement, là, pour revenir un peu à ce téléphone que je teste en ce moment et que j'adore ce téléphone, pas tant pour les performances et le capteur 1 pouce qu'il y a là-dedans, mais je l'adore parce que la prise en main fait qu'en fait, quand je le tiens, quand je filme, je peux faire des prises de vue de manière beaucoup plus aisée qu'avec un téléphone normal que je tiens vraiment comme ça, juste parce que la poignée, le grip, rend les choses plus intéressantes. Donc là, j'ai fait beaucoup de photos et de vidéos de ma fille en vacances et en fait, le grip, j'adore. Je rêve d'avoir ce grip sur absolument tous les téléphones de la terre. Là, il est vraiment, propriétaire pour le Xiaomi 17 Ultra, mais sinon, c'est absolument génial. Je le laisse toujours, dessus le grip, vraiment pour le tenir, pour l'utiliser, c'est vraiment top. Et ça, la prise en main, je pense qu'on sous-estime souvent la prise en main et l'ergonomie par rapport aux performances. Mais pour prendre une photo, autant prendre une photo avec un téléphone, ça me va. Autant filmer avec un téléphone, je trouve ça extrêmement pénible. Je me sens pas stable, je me sens pas sûr de moi, je trouve ça désagréable sur une prise de vue un peu longue. Donc pour de la vidéo, notamment, un DJI Osmo Pocket, je pense qu'il fait sens. Pour de la photo, évidemment, ça fait beaucoup moins sens. Kevorkian qui dit, parce que ça a été censuré par mon automode, c'est le rêve mouillé de photographe ton truc. Ouais, ouais, franchement, le Xiaomi, je vous en parlerai plus en détail, mais le Xiaomi 17 Ultra, il a une prise en main géniale et il fait des photos vraiment top, vraiment, vraiment top. Donc, je suis très, très fan. Bon, évidemment, le prix est délirant, mais on en parlera. Donc voilà. Pour en revenir un petit peu à la présentation, cette présentation d'Apple, on a un historique aussi de tout ce qui a disparu au fil de ces 19 années d'histoire de l'iPhone. Évidemment, le connecteur à 30 broches qui a laissé place évidemment au Lightning puis à l'USB-C, la prise écouteur, le bouton Home qui était vraiment central dans l'ergonomie design du téléphone qui a disparu, le 3D Touch que j'adorais qui a disparu. Je vous rappelle que le 3D Touch permettait d'appeler des fonctionnalités différentes si on appuyait plus ou moins fort sur l'écran. Et apparemment, ça coûtait très très cher à Apple, ça rajoutait un peu d'épaisseur dans le téléphone. Et les gens ne l'ont jamais compris, jamais utilisé, donc ils l'ont abandonné. Donc voilà. Le chargeur dans la boîte, mais ça c'est plus lié, c'était plus lié aussi maintenant à des prérogatives légales. Le port de SIM card pour les téléphones américains, le port Lightning et le Titane qui est arrivé pour 2 générations avant de repartir. Un guide de toutes les couleurs, voilà, on voit que ça c'est quand même bien, 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 diversifié avec le temps et évidemment, voilà, la collection, on peut filtrer avec tous les différents téléphones. C'est très cool ce qu'ils ont fait sur ce graphique, très, très cool. On passe à la suite et justement, on va parler maintenant de l'avenir de l'iPhone avec, ce qui, fera, eh bien, le gros des réactions
C'est évidemment l'iPhone Fold ou l'iFold. Et ça y est, on voit désormais fleurir les traditionnels mock-up en impression 3D. Voilà. Clavius Le Très Bien qui dit: «Salut le chat, j'ai le Xiaomi 15 Ultra, c'est fou». Ah bah ouais, bah, de toute façon, j'ai le modèle juste après, c'est vraiment c'est très chouette, quoi. Je vous mets le lien vers le post, voilà. Hop, donnez-moi 2 secondes. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et on le voit ici. Salut les Ewoks. Ouais, Clavius Le Très Bien, le 15, c'était celui juste avant parce qu'il n'y a pas eu de 16 pour une question de. Je crois que Xiaomi voulait s'aligner avec Apple sur le numéro des téléphones, donc on est passé du 15 au 17 direct. Mais c'est vrai que le 15 et le 17 sont très proches. Vous voyez ici, eh bien, un mock-up de ce que serait l'iPhone Fold à côté des iPhone Pro et des iPhone Pro Max. Et comme je vous le disais, et comme je vous le confirme, je suis fan du form factor. Je vous rappelle que ce form factor dit passeport, qui a été inauguré par Oppo avec le Find N à l'époque, qu'on a pu voir un peu avec le Microsoft Surface Duo, un peu avec le premier Google Fold, hein, le Pixel Fold première génération, et qu'on voit actuellement aussi avec le Huawei Pura X, qui est un téléphone qui est un peu étrange aussi, qui a un form factor un peu étrange. Eh bien, Apple ici adopterait le format passeport, c'est-à-dire un téléphone avec un écran beaucoup plus ramassé, donc vous voyez plus large, plus bas, un écran qui ressemblerait beaucoup à un écran 16 neuvième, et qui, lorsqu'il s'ouvre en deux, eh bien, vous n'avez pas à le pivoter pour avoir droit à la plus grande dimension, puisque vous vous l'ouvrez comme un livre, et il sera plus large que long, contrairement à la plupart des téléphones qui aujourd'hui sont carrés, voire un peu plus haut que large, ce qui est toujours un peu bizarre. Je pense vraiment que c'est le meilleur form factor. Ça fait encore une fois très 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 longtemps que je vous dis que c'est le form factor que je préfère. Je vous l'avais dit à l'époque où j'étais chez les numériques avec le Oppo Find N. J'étais amoureux du Oppo Find N. J'avais dit c'est le meilleur des deux mondes. J'ai un iPhone mini plus un téléphone pliant. J'adorais, mais les gens n'ont pas accroché. Alors après, est-ce que les gens n'ont pas accroché? C'est bizarre de vous dire ça parce que globalement, dans le segment des téléphones fold, pas flip, hein, donc pas les téléphones qui se replient, mais les téléphones qui se déploient, je vous le rappelle, c'est l'école Samsung avec les Samsung Fold, avec leur format d'écran légèrement vertical 1.1, qui l'a emporté. Comme je vous le disais encore une fois, je pense que Samsung et que les gens ont pris le segment à l'envers. C'est pour ça que ce segment n'a jamais décollé. Puisque la philosophie de Samsung, c'était de se dire que quand le téléphone était replié, il ressemblait à un téléphone normal. Et ensuite, vous pouviez le déplier. Donc en fait, il donnait priorité à la familiarité du téléphone une fois replié par rapport à l'intérêt du téléphone une fois déplié. Je ne sais pas si je suis clair. Ça, c'est l'école Samsung. On veut un téléphone qui ressemble à un téléphone normal quand il est replié, c'est le plus important, et ensuite il se déplie et advienne que pourra. Ici, la philosophie, c'est on veut un téléphone dont l'écran star, c'est l'écran qui est déplié. Donc on veut un écran qui est plus large quand il est déplié. L'écran extérieur, c'est un écran qui est un écran d'appoint, c'est pas l'écran principal. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les téléphones pliants au sens dépliant. Les gens achètent un téléphone qui se déplie parce qu'ils veulent utiliser le grand écran. Ils veulent pas d'abord utiliser le petit écran, ils veulent le grand écran, donc priorité au grand écran. Et le petit écran, ensuite, c'est un écran d'appoint. Et voilà. Et ça veut dire que, eh bien, on aurait, d'une certaine manière, pour, j'imagine, 2499 euros, le retour de l'iPhone mini. Vous voulez un iPhone mini? Il y a un iPhone mini à la maison. Ah, il est là. Il est là une fois qu'il est replié en deux. Voilà. Bref, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je vous rappelle aussi que, eh bien, cette année, c'est aussi l'année où Samsung, parce que je pense que Samsung a vu venir aussi l'iPhone Fold depuis longtemps, et je vous rappelle que c'est très certainement Samsung qui fournit les écrans à l'iPhone. Ils ont vu l'iPhone Fold et ce form factor arriver, et donc je vous rappelle que cet été, Samsung est très largement soupçonné de sortir le Galaxy Z Fold, qu'ils vont appeler le Z Fold Wide, et qui sera en fait pas beaucoup plus large, mais qui sera moins haut, et qui aura la même forme. Donc on va avoir cette année, eh bien, des téléphones au format passeport, et je dis bravo! Parce qu'encore une fois, si le segment des téléphones pliants n'a jamais vraiment décollé depuis maintenant 8 ans, bientôt 9 ans, c'est bien qu'il y a un truc. Alors évidemment, le prix est un truc numéro un. Mais si les gens étaient fans de quelque chose, ils auraient acheté, ça aurait fait baisser les prix, etc., etc. Les téléphones repliants, les téléphones dits flip, ont leur petit succès auprès du grand public et qui font qu'aujourd'hui, ce sont des téléphones qui, eh bien, peuvent se trouver facilement autour des 600-700 euros au prix d'un téléphone moyen haut de gamme classique. Les téléphones dépliants n'ont jamais trouvé leur public à part des geeks globalement, puisque c'est eux qui achètent ces téléphones qui sont vraiment des téléphones flagship, qui ont un vrai wow effect,
mais qui n'ont pas une utilité grande. Je vous rappelle encore une fois qu'avoir un écran carré sous les yeux, eh ben, pour lire des mangas, c'est nul, pour jouer aux jeux vidéo, c'est nul, pour regarder des vidéos, c'est nul, et pour regarder des sites internet ou des réseaux sociaux, c'est pas top. Voilà, globalement. Donc, que reste-t-il? Eh bien, selon les constructeurs, il reste la productivité parce que tu peux mettre des applications côte à côte. Et encore une fois, on a vu que les gens qui veulent être productifs, ils n'achètent pas un téléphone pliant. Ils ont un ordinateur portable ou une tablette, quoi, globalement. Donc voilà. Bref, je suis très, 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 très content que les confirmations de l'iPhone Fold ou l'iFold, qu'on va très certainement l'appeler, aillent dans ce sens. Voilà, ça ferait très plaisir. Maintenant, il faudra évidemment voir le prix et la disponibilité, quoi. La question, c'est est-ce qu'on achète l'iFold ou est-ce qu'on attend l'iFold 2 du coach Carla? Ben, on va en parler. On va en parler maintenant. On va en parler. Shanat, bienvenue à toi dans le chat, qui dit outre le prix, sur l'aspect pratique, un téléphone si grand ne rentre pas dans la poche. C'est aussi la raison qui fait que les tailles d'écran ont cessé de grandir dans les années 2010. Ouais, on arrive à une taille maximum. Après, maintenant, quand on voit les tout derniers téléphones pliants, notamment les téléphones chinois, on voit que ils sont grands comme des iPhone Pro Max. Un téléphone aujourd'hui, les derniers Oppo, le Find N6, je crois, les Honor Magic V5, etc., ou même le Samsung Galaxy Z Fold 7, hein, sont des téléphones qui sont, une fois repliés, ils font à peu près la taille et le poids d'un iPhone Pro Max. Donc il y a aussi quelque chose d'important qui s'est passé dans le monde des téléphones pliants, c'est que cet encombrement qui faisait de ces trucs-là un peu des grosses briques fragiles, aujourd'hui, c'est plus des briques et c'est moins fragile qu'avant. Je vous rappelle que le Pixel Fold 2 est un téléphone qui est IPX68. Donc, c'est un téléphone pliant qui peut être immergé sous l'eau. C'est un peu fou, quoi. Donc, il reste 2 choses importantes, 3 choses importantes pour que ça soit adopté en masse. Évidemment, le prix est délirant. On est toujours au-delà des 1 500 et plus proche des 2 000 que des 1 500 €, ce qui est un prix qui est délirant pour une immense majorité des gens, même les geeks. Deuxième point, le form factor de l'écran intérieur. Je pense qu'encore une fois, c'est une erreur et les constructeurs prennent le problème à l'envers en donnant priorité au mauvais écran. Et enfin, évidemment, on verra comment vient eh bien, la brique software, puisque encore une fois, je n'ai jamais été vraiment convaincu sur eh bien, l'intégration native de ces écrans dans Android et dans ces surcouches. J'ai jamais été vraiment plus que ça. Apple, avec cet écran-là, on va voir comment ils vont adopter iOS, puisqu'évidemment, mais ça m'avait traversé l'esprit pendant un moment. Il n'y a pas un monde où l'écran extérieur c'est iOS et l'écran intérieur c'est iPadOS, ce serait un bordel monstrueux. Donc il faudra adapter quand même iOS à ce nouveau form factor d'écran, que ce soit là, en mode paysage ou en mode portrait. Et il faudra voir comment les applications réagiront là-dessus, puisque si c'est que des applications zoomées, ce sera évidemment très décevant. Alors évidemment, connaissant Apple et l'écosystème iOS, les développeurs, je pense, vont beaucoup plus suivre pour optimiser les applications que pour Android. Mais encore une fois, si ce téléphone s'avère être un four, parce qu'il coûte 2 500 ou 3 000 €, évidemment, on verra. Maintenant, comme dit coach Carlar, est-ce qu'il faut acheter la Gen 1 ou la Gen 2? C'est très, très clairement un téléphone où il ne faudra surtout pas acheter la première eh bien, comment dire, génération. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, justement, c'était la suite de mes news, puisque, hop, d'après ici, eh bien, Nikkei Asia, l'iPhone Fold serait repoussé de quelques mois parce que justement, eh bien, les premiers tests de production en interne montreraient des problèmes en termes pas de finition, mais en termes de fiabilité de production. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être trop de problèmes et d'unités, on va dire, qui ne passent pas le cut, qui rendrait ce téléphone cher encore plus cher dans un moment où, en plus, vous savez que tous les composants sont en train d'exploser. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est que Mark Gurman en avait déjà un petit peu parlé. Il pense que l'iPhone Fold va être présenté en même temps que les iPhone Pro en septembre 2025, mais que les iPhone Pro seront disponibles dans la semaine et que l'iPhone Fold pourra arriver que quelques mois plus tard, genre au hasard pour le mois de décembre. Voilà, mais vous voyez que Apple eh bien, ne va pas sortir tout de suite l'iPhone Fold, notamment parce qu'ils ont du mal à le produire correctement sans qu'il y ait des petits problèmes. Donc ça sent quand même la Gen 1. Et encore une fois, c'est jamais bon d'acheter la première génération d'un produit un peu expérimental, surtout quand il coûte aussi cher. Il y a le FOMO qui va arriver, il y a la hype qui va arriver, bien sûr. Mais si à un moment vous dites, OK, j'aime iOS, j'aime le form factor que me propose Apple. En gros, pour l'instant, c'est mon cas, je coche toutes ces croix.
Je vais dépenser 2 500 €. Moi, je dis non. Voilà. Je dis non parce que ça sent quand même, un téléphone qui va, devoir, ici, jongler avec des compromis et des retours d'expérience. Même si encore une fois, je vous rappelle que les téléphones pliants aujourd'hui, ça a bientôt 10 ans. Donc, on part pas de zéro chez Apple. Mais ne serait-ce que le fait que l'îlot photo, il est un compromis par rapport à un iPhone, Pro, par exemple, ça m'embête un petit peu. Ça risque de reprendre un peu les specs de l'iPhone 18. Le prix qui va être très, très haut. Les applications qui vont mettre, je pense, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être vraiment optimisées. Des bugs, et cetera. Je sais pas si j'ai envie de mettre 2 500 € là-dedans. Donc voilà un peu pour, eh bien, la saga. Maintenant justement, très bien. J'avais une news que j'avais oublié de vous mettre, mais c'est Clavius Le Très Bien qui m'a fait revenir dessus avec une tablette. Je continue ma quête de la tablette parfaite et on y arrive peut-être, puisque je vous rappelle, eh bien, que j'ai même une vidéo quelque part qui est sortie. Je vais vous la sortir là. Je vous rappelle que je cherche une tablette compacte. De la même manière que je cherche un, comment dire, un téléphone, un téléphone, comment dire, plus grand écran, et cetera, mieux. Vous savez que ça fait longtemps que je suis à la quête, en quête d'une tablette, eh bien, compacte et performante. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons. La première, bah, je suis vieux. Voilà, j'ai envie d'avoir un écran plus grand sous les yeux, tout simplement. La deuxième, et je parle d'une tablette comme un engin principal. La deuxième, c'est que je pense que c'est mieux d'avoir dans ma quête, pour moins avoir de smartphone dans ma tête, j'ai envie de passer un combo. À un moment, je voulais passer un combo qui était une tablette. Donc une tablette avec la data, voire le téléphone, et qui remplaçait mon téléphone. Pourquoi? Parce que bah, quand tu le sors, c'est plus confortable d'avoir une petite tablette de genre iPad mini qu'un téléphone, pour l'utiliser, pour le regarder tous les jours. Mais du coup, tu n'as pas envie de le sortir tout le temps parce que tu ne le trimbales pas comme ça partout comme tu trimballeras un téléphone. C'est ta tablette et en fait, je pense que tu mets plus d'intention à sortir à utiliser une tablette que sortir à utiliser un smartphone. Voilà. Bref, vous connaissez un peu le topo, je vous en parle depuis des années. L'iPad mini qui a le meilleur OS et la meilleure Aptech, et encore, maintenant ce n'est plus le cas, mais qui a des specs, un écran, etc., qui ne sont pas trop acceptables à ce prix-là. La concurrence chez Android, qui a des tablettes très 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 bonnes, que ce soit les Aldo Cube, les Lenovo Y700, les Red Magic Astra, etc., mais qui avait un OS que je trouvais pas ouf. Mais bon, là, il y a des choses qui changent. Et on avait aussi regardé ces derniers temps, eh bien, la fameuse et très très spectaculaire Huawei MatePad Mini, qui était une tablette qui pesait 260 grammes, écran 8,8 pouces OLED ultra fin, qui faisait 5 mm d'épaisseur et qui pouvait passer des appels. Donc c'était pas que la data, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a très peu de petites tablettes compactes qui peuvent avoir la data. Il y a l'iPad mini, mais les autres ne le font pas. La Huawei, elle pouvait avoir la data et le téléphone. C'était littéralement un téléphone de 8,8 pouces. C'était le top. Mais évidemment, c'est Huawei. Donc en gros, c'est une tablette qui était réservée au marché chinois avec Harmony OS. Donc la faire fonctionner en France, c'était une galère de fou. Et puis après, installer les applications Android, c'est possible, mais ça demande des petits détours. Et puis l'optimisation avec le processeur Kirin de chez Huawei, c'est galère par rapport à un bon vieux Snapdragon ou un Mediatek Diamond City, etc., etc. Bref. Donc je continue un petit peu ma quête de la tablette parfaite. Et je me dirige de plus en plus vers Android par rapport à Apple. Pourquoi? Parce que déjà, Apple, bah, l'iPad mini, encore une fois, pour ce prix-là, avoir une tablette avec un écran aussi mauvais, ça m'embête un peu. Avec des bords aussi larges, ça m'embête un peu. Même si ça reste la tablette la plus légère du marché, elle a un écran qui est beaucoup plus petit que les autres. Voilà. Et surtout, bien sûr, le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Puisque maintenant que moi, je peux émuler eh bien, beaucoup de mes jeux vidéo sur Android grâce eh bien, à Winlator, les tablettes Android et les téléphones Android redeviennent beaucoup plus intéressantes pour moi en termes d'expérience par rapport à iPad et iOS. Voilà, donc ça, c'est un gros point. Comme je vous l'ai dit, à la fin, moi, je vais surtout là où se trouve le contenu. Ça reste quand même, à la fin, le 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 facteur de décision ultime pour moi, c'est où se trouve le meilleur software. Donc je vous ai souvent dit, eh bien, que l'iPad était, pour moi, la meilleure tablette
tout simplement parce que non seulement l'iPad Pro est la meilleure tablette d'un point de vue hardware, mais surtout que iPadOS met 1000 encore une fois, à Android tablette en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalités avancées d'utilisation pour une tablette et surtout en termes d'applications dédiées à la tablette par rapport à Android. Donc ça, je l'ai toujours dit et je pense que ça reste vrai aujourd'hui. iPadOS reste par rapport à Android tablette meilleur en termes d'application. Mais il y a le facteur X du jeu vidéo qui est très important pour moi, à tel point que je me coltine Windows tous les jours pour pouvoir jouer à tous les jeux vidéo. Et je déteste Windows. Mais voilà, je vais quand même à la fin là où se trouve le logiciel et l'expérience software. Et donc là, ben, sur Android, avec les émulateurs Windows qui me permettent de jouer à mes jeux Steam, notamment dans des conditions de mieux en mieux, et d'avoir bah, un écran OLED 9 pouces 160 Hz à taux de rafraîchissement variable dans des petites tablettes toutes fines, je me dis, bah, pour regarder des films, aller sur Internet, lire des mangas, jouer à des jeux vidéo, du coup, c'est Android qui m'offre la meilleure expérience par rapport à. Enfin, qui m'offre le plus de possibilités par rapport à iPadOS, qui m'offre la meilleure expérience. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi je m'oriente et que je regarde toutes ces tablettes. Donc vraiment, je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai cassé la tête. Donc je vais t'arrêter là, dans ma dernière quête des tablettes un petit peu minimales. Donc 9 pouces, globalement 8,8 ou 9 pouces, fine, légère, puissante, Android. Et donc, on avait la Lenovo Legion Tab Y700, très 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 puissante, avec le plus gros processeur Qualcomm, mais un écran LCD et des bords épais en haut et en bas, un peu comme une vieille tablette. Toujours un peu chelou, sachant que la dernière génération vient de sortir, elle vaut 40% de plus que la génération d'avant, ça fait un peu mal. Red Magic Astra, très très bonne tablette, bord fin, écran OLED puissante, mais un port USB-C qui est mis pas au milieu, qui fait qu'on ne peut pas brancher de manette correctement dessus, ce que je trouve aberrant pour une tablette de jeu. Mais Red Magic est à ça de sortir vraiment la meilleure des tablettes, mais on attend la version 2 qui va s'appeler la Red Magic 5 Pro en Chine et elle va arriver. On a du coup, on avait la Xiaomi K-Pad, mais qui est jamais vraiment arrivée en France, avec une tablette compacte, 8,8 pouces, milieu de gamme en termes de processeur. Mais voilà. On avait donc la fameuse Huawei MatePad Mini, qui pour moi d'un point de vue hardware est la meilleure. C'est la plus fine, la plus légère, elle est puissante. Elle a même un écran avec une option anti-reflet pour lire, qui apparemment est super intéressant. Support du style de ouf, mais évidemment Harmony OS et la Chine exclusivement. Huawei a annoncé une version globale de sa MatePad Mini, mais au passage, apparemment, elle perd la version avec la data et le téléphone, ce qui lui fait perdre une grosse partie de son intérêt. Winator n'existe pas sur iOS? Non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Salut Azeriat. Et donc, arrive le dernier petit concurrent que j'attends, qui est la Oppo Pad Mini et qui pourrait être la tablette qu'on attend tous et toutes. Parce que sur le papier, elle possède tout. C'est une tablette qui mesure 5,4 mm de profondeur. Elle pèse 270 grammes. Écran OLED LTPO 8,8 pouces. Elle est sous Android, évidemment. Elle a un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. C'est pas le 8 Elite, mais c'est le 8 Gen 5 qui est déjà très, très, très puissant. Et elle aurait eh bien, un peu toutes les fonctionnalités que je veux. Écran 3,5, pas idéal pour le jeu vidéo, mais idéal pour les réseaux sociaux, idéal pour la lecture de manga, etc. Vous auriez la data, ce qui n'est pas le cas de aucune des tablettes Android mini actuellement dans leur ensemble. Là, on a un peu tout. Et donc, on aurait une présentation dans quelques jours de cette tablette. Alors, regardez, écran 2880 par 1900, 144 Hz LTPO de 1 à 120 Hz. 1800 nits. Gros SOC. Voilà. Et sur Reddit, j'ai vu une vidéo, alors je sais pas pourquoi, j'ai vu une fuite de la Oppo, là, il y a 2 jours, je vous mets le lien aussi. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a 0 commentaire dessus. Voilà. Et vous allez voir qu'elle est évidemment toute petite, puisqu'elle rentre un peu dans toutes les poches, dans tous les sacs, comme un iPad mini, mais avec des bords très, 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 très fins. Voilà. Donc voilà un peu la taille. 270 grammes pour vous donner 279 grammes pour vous donner une idée. L'iPad mini pèse 265 grammes, donc elle est à peu près 10 grammes plus lourde que l'iPad mini, mais avec un écran beaucoup plus grand. Donc maintenant, on attend. On devrait avoir l'officialisation de la Oppo Pad Mini dans quelques jours. Donc là, je peux vous dire que fin avril, il y a à la fois les caméras de DJI et d'Insta360 et à la fois les nouvelles tablettes de chez Oppo qui arrivent. Je suis très très chaud. Après, évidemment, la grande
question qu'on se pose tous et toutes, c'est est-ce que ça va sortir en dehors de la Chine? Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de smartphones et de tablettes super intéressantes qui ne sortent pas du territoire chinois. Xiaomi, Huawei, Oppo sortent de beaucoup de produits, et notamment les tablettes mini qui sont très populaires là-bas, mais beaucoup moins en Europe. Et elles ne sortent pas en Europe. Donc, est-ce qu'on aura une sortie globale de la Oppo Pad mini? Je ne sais pas. Est-ce que c'est OnePlus? Je vous rappelle que OnePlus et Oppo font partie de la même famille. Est-ce que c'est Oppo qui sortirait pour l'Europe et les États-Unis cette tablette 8,8 pouces? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, c'est une lubie à moi. Mais vous voyez, on parle du 21 avril. C'est une lubie à moi, mais je sais encore une fois que globalement, les gens s'en battent un peu les steaks en Occident des tablettes mini et que la taille star des tablettes en Occident, c'est plutôt autour des 10 à 12 pouces. Voilà. Mais ça va être. Moi, je suis très intéressé. En gros, là, mon idée, c'est une idée qui m'avait déjà effleuré l'esprit à l'époque de l'iPad mini avec la data. C'est de me dire, pour moi, utiliser mon téléphone, eh ben, il faut que je passe par un engin avec un écran plus gros, plus petit. Donc, en gros, c'est la montre ou une tablette. Et je pense qu'un des combos que je trouverais intéressant pour arrêter de me trimballer avec un smartphone dans ma poche tous les jours et toute la journée, c'est d'avoir déjà une montre que j'ai déjà, la Pixel Watch, avec la data et le téléphone. Donc, pour recevoir des appels que je reçois de moins en moins, des appels téléphoniques, hein, vraiment téléphoniques, et des SMS, je passe par la montre. Et pour les notifs, je passe par la montre. Et pour l'utilisation, eh ben, j'ai une tablette avec de la 4G ou de la 5G via la data et un forfait data dessus. Et je pense que j'aurai le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quand j'ai besoin de sortir un écran, je le sors vraiment avec intention, on va dire, et je bosse dessus ou je consomme du contenu dessus. Et sinon, je me trimballe pas avec ça dans la main tout le temps, je vais vraiment le ranger dans mon sac et je n'ai que ma montre que je consulte. Donc là, ces derniers jours, ces derniers mois et spécialement ces dernières semaines, j'essaie d'utiliser ma montre de plus en plus pour ne pas sortir ça tout le temps et me retrouver évidemment dans le tunnel de l'enfer qui est je regarde l'heure, je regarde les notifs et en fait, j'ai regardé ensuite 3 ou 4 applications d'affilée. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça va être très intéressant de voir si on a des tablettes de cette taille-là qui pour moi sont un peu idéales et en conjonction avec une montre, il y a peut-être de quoi faire mieux qu'un smartphone, enfin, à mon sens, d'un point de vue utilisation, c'est-à-dire tu le sors moins, tu te perds moins dedans, mais quand tu le sors, c'est beaucoup plus confortable. Est-ce que ça va être accessible au niveau prix? Ben, c'est un peu la peur qu'on a. Pour vous donner une idée, la MatePad mini, de Huawei, elle est sortie autour des 600 $. Elle a baissé autour des 450 $ ces derniers jours. Mais on sait que le prix de l'électronique est en train d'exploser, donc il faudra voir à combien cette tablette sort. Je vous rappelle qu'il y a une rumeur d'un iPad mini qui sortirait à la fin de l'année avec un écran OLED, parce que je vous rappelle qu'il va y avoir un gros push d'Apple sur l'OLED à la fin de l'année. On pourra avoir des MacBook Pro avec des écrans OLED tactiles et peut-être que ce serait une thématique d'annonce chez Apple. Vraiment, on passe à l'OLED sur les MacBook Pro et peut-être l'iPad mini. Mais les dernières rumeurs parlaient comme d'un iPad mini qui aurait un OLED 60 Hz, non LTPO, ce que je trouve un peu bizarre. Et si la tablette a la même tête, c'est-à-dire avec des très très gros bords, et un écran LED 60 Hz, je trouve pas ça très sexy personnellement en 2026. Et encore une fois, le truc pour moi, c'est qu'un des grandes choses qui vont changer, c'est que je peux émuler mes jeux Windows dans une tablette Android et je ne peux pas sur un iPad. Donc c'est un gros facteur de décision pour moi là-dessus, quoi. Est-ce que je réponds à mes messages sur WhatsApp sur la montre d'IP O'Brien? Non, non, pas du tout. Vraiment, la montre, c'est quelque chose de consultation pure et dure. Si j'ai besoin de répondre à des messages, déjà aujourd'hui, je ne regarde plus mes messageries, je les regarde à peu près 2 à 3 fois par jour maximum. Donc vraiment le matin, puis après je rentre dans le tunnel de travail et ensuite je sors du tunnel de travail, je reconsulte le soir et puis après avant d'aller me coucher globalement. Et donc aujourd'hui, j'utilise, des applications comme Beeper et Beeper, c'est une application qui, je vous rappelle, permet de centraliser quasiment toutes vos messageries avec des clients web. Donc il n'y a pas de limitation d'installation de cette application, contrairement à WhatsApp ou Signal où vous pouvez en installer qu'une par compte et par téléphone. Et en fait, du coup, si j'ai besoin de répondre à des messages WhatsApp et cetera, je sors ma tablette pour ça. Voilà. Mais l'idée, et encore une fois, je veux pas que vous me jugiez pour ça parce qu'on se juge tous les uns les autres. L'idée, c'est qu'il y a une telle violence sur, le côté addictif d'un téléphone que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est plus intentionnel, encore une fois. Voilà. Je sais qu'une tablette, je vais pas me trimballer avec une tablette à la main dans la rue. Alors qu'un téléphone, ça là, ça je peux me balader avec ça littéralement, à la main dans la rue et en fait, je peux le sortir vraiment très souvent, quoi. Les smartphones flip vous donnent cette promesse, dit Monigo, répondre sur petit écran pour ne pas ouvrir le smartphone. Ouais, je suis d'accord avec toi
et justement, c'est pour ça que j'avais utilisé, beaucoup le Galaxy Z Flip, mais qui m'avait déçu parce que le Galaxy Z Flip, l'écran externe était vraiment limité en termes d'utilisation. Il y avait que quelques widgets et il fallait passer par des applications, tierces ou des applications Samsung un peu cachées pour pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités sur l'écran externe du Samsung, Z Flip 7. Moi, je voudrais que le Samsung Z Flip 7, il ait un écran petit, mais complètement exploitable, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Bonjour Lazarus. Ce qui fait revenir aussi, encore une fois, à, à l'excellence de ce form factor chez Apple, c'est que leur téléphone portable, si l'écran externe c'est un petit écran, vous voyez ici 16 neuvième, un peu écrasé, un peu utilitaire, ça peut être très très cool, évidemment, à utiliser. Donc évidemment, vous savez aussi que les téléphones pliants m'ont toujours intéressé parce que pour moi, les téléphones pliants, il y avait cette potentielle promesse d'avoir un écran utilitaire pour faire l'essentiel. Et vraiment, si tu veux le sortir et en profiter pour regarder une vidéo YouTube ou lire, tu le déplies, tu le déploies, etc. Et du coup, c'est plus intentionnel. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les écrans externes étaient ou trop grands, Samsung Z Fold, ou trop limités, Samsung Z Flip. En gros, voilà. Là, j'ai aussi de gros espoirs sur le fait que l'iPhone soit un téléphone qui soit excellent en termes d'utilisation. Mais bon, l'iPhone Fold ne devrait pas arriver avant la fin 2026. Il devrait très certainement coûter plus de 2500 euros TTC à sa sortie. Je suis pour l'instant plus hypé de voir ce que va donner cette Oppo Pad Mini qui, vous voyez, franchement, écran OLED super haut de gamme, 8,8 pouces, bord ultra fin, 5,4 mm d'épaisseur, 270 grammes. Je vous rappelle qu'un iPhone Pro Max c'est 230 grammes, 225 grammes. C'est un peu ouf quand même. C'est un peu ouf. Et après, bah, effectivement, tu la mets, tu te balades avec un petit sling bag et tu la mets dedans et voilà quoi. Et Slay the Spire 2, évidemment, dessus. C'est Slay the Spire. Pour aller au bout des rumeurs, les gens, rapidement, je sais qu'il y a donc, je vous avais dit, il y a la Xiaomi. Je vous fais chier avec mes lubies, hein. Le Xiaomi K-Pad 2, je crois. Ah, où est-ce que c'est? Et il y a la Red Magic Tab. C'est la Tab Pro 5, je crois, qui a été annoncée. Plap, 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 plap. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on devrait avoir la Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, pardon, qui devrait, dans le monde, s'appeler la Red Magic Astra 2, et qui aussi devrait arriver dans les prochaines semaines. Je pense que ce sera plutôt pour cet été, parce que la Red Magic Astra était sortie plutôt en, comment dire, en été 2025. Je pense que ça devrait sortir en été 2026. Et évidemment, la Red Magic Astra aurait pu être ma tablette parfaite s'il n'y avait pas ce port USB-C qui était foutu un peu n'importe comment. Donc ça, pareil, on attend de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est une possibilité aussi de tablette, vraiment une super tablette. Et donc la Xiaomi, la Redmi K-Pad 2 qui sera bientôt annoncée. Voilà, encore une fois, tablette compacte, plutôt fine, écran 8,8 pouces qui sera plutôt un écran LCD ce coup-ci. Donc je pense que ce sera l'écran de Lenovo, avec ses Lenovo Legion Go et les Lenovo Legion Tab, globalement. Mais peut-être qu'on aurait aussi un prix plus doux, puisque on aurait ici un processeur haut de gamme de chez un Mediatek, pardon, et un écran LCD. Donc peut-être que ça pourrait être très intéressant comme batterie aussi, comme tablette compacte mais puissante, avec toujours la possibilité de la sortir de votre grande poche, hein, bien sûr, hein. Ils ont des grandes poches quand même en Asie pour mettre leur tablette, hein. Vous voyez ici qu'on aurait un seul module photo par rapport à l'autre tablette. Donc ça, pareil, le problème c'est que quand est-ce que ça va arriver en France? Je sais qu'on peut les acheter sur AliExpress, hein, et passer en anglais, mais il y a quand même quelques contraintes sur certaines de ces tablettes, donc à voir. Sur les marchés internationaux, la Redmi 4 Pad 2 sera très certainement nommée Xiaomi Pad Mini. Voilà, Xiaomi Pad Mini. Voilà un peu tous les principaux suspects. Voilà. Mais bah, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. On va continuer sur. Pour les Australiens, on aurait pu comprendre. J'ai pas compris Fletcher la blague. Avec les grandes poches? Je sais pas. On va continuer avec maintenant de la réparation. Avec un petit guide
Voilà, qui est basé notamment, eh bien, sur, des critères qui ont été mis en place en France. Ah, les kangourous, j'avais pas compris. My bad. Tu encore plus daron que moi là-dessus. On a ici, eh bien, un classement de la part, du, Public Interest Network sur les notes de réparabilité, qui ont été mises en place et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont basés sur des critères français, utilisés en France notamment, pour voir quelles sont les meilleures et les pires marques en termes de réparabilité pour des ordinateurs portables. Et vous allez voir, intéressant, parce que les 2 bonnets d'âne du classement sont 2 marques qui justement s'étaient fait remarquer par des progrès sur leurs produits. Peut-être que ça ne vient pas sauver l'ensemble de leur œuvre sur les autres modèles. Puisque vous voyez ici, sur la réparabilité, en termes d'ordinateurs portables, Asus et Acer sont en tête du classement et Lenovo et Apple sont en bas du classement. Pour la réparabilité, c'est-à-dire facilité de démonter, remonter votre téléphone, disponibilité des pièces, encore une fois, colle ou pas colle, Motorola est en tête assez clairement devant tout le monde et Samsung et encore une fois Apple sont derniers. Alors, voir Apple dernier de ce classement à la base ne me choque pas, mais c'est vrai que ces derniers temps, notamment que le MacBook Neo, qui je vous rappelle est en train de faire un carton monstrueux, on avait vu un ordinateur Apple qui était plus réparable qu'auparavant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des cauchemars à démonter. Les nouveaux aussi, c'est assez intéressant à voir parce que je vous rappelle qu'on avait vu des news il n'y a pas longtemps sur le fait que toute la nouvelle gamme d'ordinateurs Lenovo, notamment les T et les X, eh bien, étaient très 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 réparables au point même qu'on s'approchait de ce que faisait Framework avec leurs ordinateurs, c'est-à-dire réparabilité, modularité, et cetera, et cetera. Donc Lenovo a fait très, très fort cette année, mais peut-être que, quand ce guide a été, fait, on s'est basé sur les modèles existants à ce moment-là et c'était pas le cas. Voilà. Depuis, janvier 2021, la France, eh bien, oblige les entreprises à fournir des informations détaillées sur le taux de réparabilité de leurs produits tech. Voilà et c'est une base qui a été utilisée, vous le voyez ici, eh bien, sur, cet organisme américain. C'est une moyenne sur tous les modèles d'une marque. Alors, je crois que sur le mode de test, du PIRG, eh bien, ils ont acheté des modèles de l'année. Plusieurs modèles de l'année de marque, mais oui, c'est plusieurs on parle de plusieurs modèles. C'est dommage qu'ils ne parlent pas du Fairphone et du Framework. C'est vrai. Je pense qu'ils se sont concentrés sur les marques peut-être les plus populaires. Je mets le lien vers tout cela. Maintenant, on va rester dans la réparabilité, on va parler un peu de voitures. Avec une vidéo qui est très, très chouette. Non, pas non, non, on va rester dans les tablettes et les réparabilités avec notamment, d'abord une mauvaise nouvelle. Voilà, une mauvaise nouvelle, ça vient de chez Amazon et Amazon a envoyé un mail à toutes les personnes qui possèdent un Kindle qui date d'avant 2012. Moi, j'en possède un et ben, en gros, il n'y aura plus de mise à jour et de, support là-dessus à partir du 20 mai 2026. Voilà. En soi, ça ne me choque pas que Amazon ne fournisse plus de services pour des ordinateurs, enfin pour des ordinateurs, pour des liseuses 14 ans plus tard. Voilà, en soi, ça ne me choque pas. 14 ans, voire presque 15 ans plus tard. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'évidemment, comme toutes les entreprises qui retirent le support, eh bien, Amazon ne donne pas une possibilité à une communauté de pouvoir eh bien, continuer à entretenir avec notamment une ouverture du code, par exemple, ou une sorte de jailbreak qui permettrait eh bien, à des gens de continuer à mettre à jour leurs produits. Donc en fait, eh bien, à partir du 20 mai 2026, vos vieilles tablettes Kindle seront pas briquées, elles sont pas, voilà, elles vont pas arrêter de fonctionner, mais vous ne pourrez plus, vous le voyez ici, acheter, emprunter ou télécharger des nouveaux livres là-dessus. Bien sûr, on pourra passer par des logiciels tiers de type Calibre pour continuer à les entretenir, mais voilà. Juste sur Reddit, c'est facilement jailbreakable. Bien sûr, on peut jailbreaker les Kindle, mais ce que je voudrais, c'est que les compagnies elles-mêmes offrent une possibilité officielle de le faire quand elles arrêtent de supporter leurs produits. De la même manière qu'il y a l'initiative qui Stop Killing Games qui dit, qui devrait forcer les éditeurs à dire: «Si un jour vous abandonnez le support de votre jeu, vous devriez donner le source code pour au moins créer des serveurs communautaires pour les gens qui le veulent». Mais, en gros, aujourd'hui, si vous sortez un jeu service et qu'après ce jeu qu'on a acheté, on ne peut plus y accéder,
et ben, c'est une pratique qui est anti-consumériste, évidemment. Donc, la pétition Stop Killing Games voudrait forcer les éditeurs de jeux à offrir les solutions à une communauté volontaire, en tout cas, de continuer à jouer à leur jeu préféré, même si eux ont arrêté le support officiel, et ce que je trouve très légitime comme demande. Donc voilà. Bref, on reste dans la réparabilité maintenant, et je voulais montrer cette vidéo assez folle, puisqu'on va parler de voitures maintenant. Et on va aller du côté de chez Xiaomi. Je vous rappelle que Xiaomi, de tout feu tout flamme, hein, voilà. Xiaomi 我们 qui, 打算 je vais couper le son. Hop, hop. Xiaomi, eh bien, qui, je vous rappelle, est rentré par la grande porte dans le monde des voitures électriques avec la fameuse SU7 et la YU7. Il y a une version restylée et déjà améliorée de la SU7 qui est sortie au bout de 18 mois. Je vous rappelle qu'on attend pour 2027 la SU7. Et eh bien, ils ont fourni une vidéo assez fascinante sur les ingénieurs de Xiaomi qui démontent et qui remontent la voiture. Si je ne m'abuse, ils ont mis bien 3 h 30 à démonter la voiture et 7 heures à la remonter ensemble. Et ce qui est assez fou, c'est que dans un moment de transparence assez rare, parce que souvent on a des petits secrets de fabrication, etc. Xiaomi montre un peu tout ce qu'ils ont fait. Et alors moi, je suis pas un spécialiste des voitures, mais sur les forums, ça s'est déchaîné sur toutes les nouveautés, toutes les innovations qui ont été mises dans la voiture, notamment en termes de sécurité, en termes d'optimisation de certains matériaux, de certaines structures autour de la SU7. Et la vidéo, elle est assez dingue à voir. Ce qui prouve encore une fois qu'on peut monter et démonter 100% une voiture, contrairement à un smartphone, même si je vous rappelle qu'il y a beaucoup de luttes en ce moment avec le fait que les constructeurs veulent, un peu comme les constructeurs d'ordinateurs portables, euh, maîtriser un peu tout ce qui est SAV. Encore une fois, vous ne pourrez pas monter et démonter votre voiture Xiaomi comme ça facilement avec 3 tournevis et 2 porte-écrous. Mais je trouve la vidéo assez intéressante de la part de Xiaomi. C'est un joli flex de leur part de montrer toutes les entrailles de la voiture, et donc surtout des secrets de conception de certains équipements en termes de sécurité. Là, on voit ici les batteries notamment. Et si vous aimez comme moi un peu le ingénieur porn, industriel porn, c'est toujours impressionnant de voir tout ça. Je vous rappelle que la Xiaomi SU7 devrait normalement arriver en Europe, si je ne m'abuse, l'année prochaine, et que Xiaomi est en train évidemment d'augmenter ses capacités de production autant qu'ils le peuvent pour essayer de fournir. Je crois qu'ils peuvent aujourd'hui fournir à peu près 200 000 véhicules par an, ce qui paraît pas gigantesque, mais pour une marque qui s'est lancée dans le game il y a aussi peu de temps, c'est déjà très impressionnant. Et puis je vous rappelle qu'il y a le YU7 hein, qui devrait être même le modèle qui devrait tout buter, puisque le YU7 est la version SUV, si populaire, notamment en Europe. Je ne sais pas si le YU7 sera déjà disponible dès le début chez Xiaomi France, mais voilà. Je pense que les carnets de commandes vont être absolument dantesques. Hop, je vous mets un petit lien dans le chat vers ces vidéos sur la chaîne de Xiaomi. Est-ce que c'est un rapport Xiaomi et Huawei? Pas du tout, Polymel. Ce sont deux sociétés qui sont concurrentes. Merci beaucoup, Swen, pour le 21e mois d'abonnement. Merci pour le support. J'ajoute les pompes. On va en faire, là. On va devoir en faire, les gens. J'en ai fait 100 hier, je vous avoue, j'ai un peu mal. Il y a quand même des éléments prémontés. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on peut voir au début, là, voilà. Il y avait voilà, on voit tous les tests ici, là. C'est et la voiture qui sort. Ah, la fière allure, hein, cette Xiaomi SU7. Hein. Bon, ils ont tout pris à Porsche et à McLaren, mais en termes de design, mais voilà. Si vous avez jamais testé, si vous avez jamais vu de test sur la voiture, les tests sont assez impressionnants parce que d'un point de vue finition, fonctionnalité, performance, elle fait très mal aux voitures existantes déjà. Donc ça risque d'être un gros carton. Je me demande s'ils sont au-dessus de BYD ou pas. Alors non, non, BYD, reste le numéro 1 en Chine actuellement. Mais je vous rappelle qu'en ce moment, on voit des yo-yo. Alors, j'ai pas voulu faire tout un segment de news voiture parce que je pense que, globalement, je crois que ça vous intéresse un petit peu moins. Mais pour vous dire un peu, on a un gros rebond des ventes de voitures électriques au mois de mars 2026, avec notamment une remontée de Tesla après des mois et des mois de descente. Renault qui confirme la très bonne forme avec ses véhicules électriques compacts, et sachant que la Twingo va arriver. Et hier ou avant-hier, on est jeudi, je crois que hier,
BYD a présenté sa nouvelle marque haut de gamme qui s'appelle Denza, justement, à Paris, pour le lancement en Europe de leur véhicule. Donc je vous rappelle que Denza, c'est un peu à BYD ce que, Lexus est à Toyota ou ce que, Infiniti, je crois, est à Nissan. Ou aujourd'hui Audi est à Volkswagen d'ailleurs. C'est un peu leur marque, plutôt haut de gamme et donc Denza va arriver dans quelques temps, mais si je ne m'abuse sinon, eh bien BYD est en train de prendre un petit coup sur la tête ces derniers mois avec des ventes qui sont un peu en stagnation, notamment en Chine. Mais bon après BYD pareil, ça a tellement explosé aux yeux du public en quelques années que peut-être à un moment où tu reviens un peu, tu redescends sur terre quoi. Tu peux faire un gros segment, c'est très intéressant. Très bien, merci. Est-ce que je sens déjà une bonne différence grâce au sub dans mes bras et dans mes pecs? Un peu dans les pecs là. J'ai les pecs un peu hypertrophiés, quoi. Amusant, Musk se fait discret et les ventes remontent. Ouais, il y a pas que ça, en fait. Il y a aussi une remontée des ventes parce que, dans plusieurs pays, je crois que c'était les derniers mois pour profiter de certaines aides. Donc il y a eu un rush, pour des flottes de voitures, qui ont fait réaugmenter des prix, les ventes de Tesla notamment. Mais globalement, les ventes de Tesla, si on prend, la tendance sur 1 an, elles ont fait une chute, monstrueuse, hein. Et oui, le mois de mars a été, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de véhicules vendus au mois de mars 2026 en France depuis vraiment des années. Donc il y a eu une sorte de gros rebond. Est-ce qu'avec Surdy, est-ce qu'on n'a pas un contexte international qui expliquerait ce rebond? Alors non, au sens où les ventes de voitures, ont rebondi avant la guerre en Iran. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que l'essence est à 2,50 € le litre ou 4,10 $ le gallon, ouais, on se dit que voilà, même si tout va augmenter, hein, il y a pas que, même l'électricité, tout va un peu augmenter avec cette crise globale. Globalement, oui, c'est clairement la merde d'avoir une voiture, thermique en 2026, spécialement en 2026 avec le prix de l'essence. Azad qui dit: «La Denza Z9 GT, j'étais presque prêt à changer ma voiture BYD Seal contre ça, puis j'ai vu le prix». Oui, bah, après donc pour vous donner une idée là, je vous fais un peu le hop, donc Denza, heu, on va aller chez, allez, on va aller au Figaro? Ah, ah, ouais, bon allez hop. Denza, ils veulent vraiment, vraiment monter en gamme avec cette voiture, hein. Donc oui, là, vous n'allez pas payer la même chose. Mais je crois que les voitures sont très, très bonnes d'un point de vue technologie et tout, quoi. Ça permet aussi à BYD de venir, mieux s'implanter en Europe où souvent les voitures chinoises, même si, les gens qui connaissent le marché des voitures savent que les voitures chinoises, notamment électriques, sont vraiment parmi les meilleures voitures, même hors de la considération du prix. La Chine a encore une image de marque très cheap en Occident avec on va pas se mentir, un gros mépris de pays, voilà. Et la Chine est toujours associée à quelque chose d'un peu cheap et qui copie. Et donc, créer une marque premium, c'est toujours une manière de t'implanter sur un marché plus conservateur facile, quoi. Polymès qui dit Tesla arrête le modèle S et le modèle X. C'est vrai, ça avait été annoncé là au mois de février, ça a été confirmé par Elon Musk. Mais c'est des véhicules qui aujourd'hui sont trop gros et trop chers et trop vieux par rapport à la demande qui globalement veut que des SUV de taille de moyenne normale, quoi. 32 000 € la Denza Z9 GT. Oui, 32 000 € en Chine, mais clairement pas en France. Donc voilà. Ils ont privatisé hier le Palais Garnier pour présenter leur marque. Et donc je vous rappelle que voilà. BYD, dont le bénéfice a chuté de 19% en 2025 à cause d'une guerre des prix en Chine où le marché flageole, mise de plus en plus sur l'exportation, principalement sur l'Europe, avec des modèles relativement abordables et des technologies très avancées. Voilà. On peut aller voir les prix, hein, mais vous allez voir, c'est costaud, quoi. Mon doute porte sur la SAE sur 10 ans. Alors, BYD, c'est déjà un géant en Chine, hein. C'est pas une marque qui est apparue, qui va disparaître du jour au lendemain. Ils existaient même déjà avant les voitures électriques, mais il faudra voir. Combien va coûter la Z9 GT? Qui est très très jolie d'ailleurs, hein. Combien ça coûte? C'est à partir de 115 000 €? Ah ouais, je pensais que ce serait pas aussi cher quand même. Je penserais pas, ouais, ça commence à 117 000 €. Je pensais que ça commençait plus bas. Je pensais que ça commençait à 80 000 € moi. Ah, on est vraiment beaucoup plus haut que ce que j'imaginais, hein. Ouais, tu la prends en hybride, tu économises 14 000 balles. J'avoue, ça fait un peu mal. Allez, on va s'amuser. La classique, hein. Allez, la classique, on va partir sur le full prix. Voilà. C'est quoi le plus cher? 4 500 €. Allez, voiture mat. Bien sûr, rétroviseur extérieur numérique. On prend jante 21 pouces. On va perdre de l'autonomie, mais on perd de l'argent en plus, donc let's go. Voilà, tout est de série. Ouais, je suis à 123 600 €. Ça va, ça va, ça va. Ça va.
Salut, tu fais quoi? Tu vas acheter une voiture? Non, Helios TV. Non, non, je fais la veille des voitures parce que c'est des objets technologiques qui m'intéressent au global. Mais moi, personnellement, je ne suis pas parti pour acheter une voiture. Moi, je suis plutôt parti pour m'acheter un vélo cargo. Donc, je vous embêterai dans les prochains mois au moment où je vais acheter un vélo cargo. Mais moi, je suis plutôt parti pour acheter un vélo cargo qu'une voiture, hein. Ça me fait plaisir de louer une voiture un peu chouette en vacances ou en week-end, mais ça s'arrête là. Je n'ai ni les moyens ni l'envie de m'acheter une voiture neuve personnelle. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres tant qu'on est dans la voiture, j'avais une côté deux trois petites news sympas sur la voiture. Je suis obligé de vous en montrer une qui va faire plaisir, hein. Ah, une voiture à essence. C'est évidemment une voiture de sport, tout à fait. Alors elle sera hybride pour gagner un peu en perf, en accélération, mais surtout pour gagner en certification et le fait qu'elle soit importable dans tous les pays. Mais Godzilla n'est pas mort. Donc si vous ne connaissez pas la voiture, vous allez dire: «Godzilla, c'est quoi?» Si vous connaissez la voiture, vous savez très bien de quelle voiture je parle. On parle évidemment de la GT-R de chez Nissan, qui est une des voitures les plus fabuleuses au monde, on va pas se mentir. La Nissan GT-R, c'est une lignée de voitures de sport très très haut de gamme, faites pour le circuit, évidemment légales sur la route, et qui ont souvent un rapport performance-prix qui est assez impressionnant. Donc c'est des voitures qui viennent titiller des Porsche 911 assez facilement pour un prix évidemment bien inférieur, à un prix qui reste costaud, hein. C'est des voitures à, je sais plus combien ça vaut, une GT-R, c'est 70 000 à 80 000 euros. Mais bon, bref. On apprend ici que la Nissan GT-R, dont la fabrication a été arrêtée il y a quelques temps maintenant, va revenir et que ce ne sera pas un véhicule électrique. On avait pensé peut-être que, avec le virage du tout électrique à cette époque-là, notamment sur la première moitié des années 2020, que Nissan, comme les autres, allait évidemment sortir une GT-R 100% électrique. Non, non, là, on va ressortir une voiture avec un même base de bloc moteur que la R35, si je ne m'abuse, mais qui sera hybride et qui aura beaucoup de changements sur la base, le châssis, et cetera. Donc ce ne sera pas juste un remake de la R35, et donc ce sera intéressant à voir. Personnellement, je suis très fan de cette voiture. Je pense que vous avez tous vu cette silhouette. C'est une voiture qui est assez fabuleuse parce que j'aime beaucoup les voitures de sport qui ne ressemblent pas à des supercars. C'est-à-dire que c'est des voitures de sport, mais qui peuvent se conduire dans une rue. C'est pas une Ferrari qui passe pas un dos d'âne, quoi. Et il y a eu évidemment plein de modèles de voitures chez Nissan sur cette lignée noble, la GT-R. Et évidemment, si vous avez joué à Forza, dont on va parler dans quelques instants, ou à Gran Turismo, vous la connaissez, cette voiture. Super Snake qui dit: «C'est la voiture du premier Gran Turismo». C'était une des voitures stars, clairement. On n'aura plus le droit de vendre des voitures essence diesel à partir de quand? Non, c'est aussi une histoire de malus, notamment. En fait, il il y a certains constructeurs qui sont des constructeurs qui peuvent appliquer au statut de constructeur niche, qui vendent un certain nombre de véhicules par an en Europe, qui pourront toujours fabriquer des voitures à essence. Mais la législation disait qu'il y allait avoir d'ici 2035 des interdictions de voitures à essence. Là, on parle d'une voiture qui serait présentée en 2028 et qui serait disponible en 2030. Donc c'est quand même en plein dans la fin de l'ultimatum sur les véhicules à essence. Mais de toute façon, au-delà de ça, les malus sont complètement délirants si vous achetez des voitures aujourd'hui neuves avec une grosse cylindrée et 100% thermique. C'est vraiment le malus, c'est vénère. Alors, les gens qui achètent ce genre de voiture ont souvent les moyens d'acheter ce genre de voiture parce que c'est des voitures plaisir, des voitures qui coûtent cher, des voitures qui coûtent cher à l'entretien. Donc, vraiment, il faut que l'automobile soit globalement une passion pour vous, hein, pour vous payer ce véhicule. Donc, c'est des gens qui sont plus facilement enclins à payer le malus. Mais là, on parle de malus délirant de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment la folie, quoi. Est-ce que l'Union européenne n'est pas revenue sur l'interdiction des voitures, thermiques? Je sais plus, il y a une sorte de danse un peu monstrueuse. Vous savez que ces derniers temps, là, on chronique un peu le fait que tout le monde revient en arrière parce qu'évidemment, on se rend compte qu'on ne vend pas autant de voitures électriques qu'on vendait de voitures, thermiques à la grande époque, que c'est la récession, qu'évidemment les calendriers étaient très optimistes sur les transformations des constructeurs comme des infrastructures pour passer au tout électrique. Donc là, il y a beaucoup de constructeurs, mais plutôt des constructeurs de luxe qui reviennent en arrière, mais il y a des constructeurs généralistes, hein, je vous rappelle, Ford, General Motors, Stellantis, qui ont mangé leur chapeau et qui ont annulé des modèles ou des développements ou qui ont ralenti des choses pour revenir aussi à des modèles hybrides ou des modèles à prolongateur d'autonomie, hein. Donc les hybrides, c'est des modèles de voitures à essence avec une expansion électrique. Les modèles à extension d'autonomie, c'est des modèles électriques avec une petite bonus à essence. Voilà. Et on fait un peu la danse le temps que tout se mette un petit peu en ordre. Mais encore une fois, globalement, on ne vendra jamais autant de véhicules électriques dans les prochaines années, ou même de véhicules tout court qu'on a pu vendre de véhicules thermiques à la grande époque des années 50 à 70, par exemple, ça c'est sûr.
Alors, et Monico qui cite la Commission européenne qui fait marche arrière. La vente de voitures neuves à essence ou diesel ne sera plus interdite totalement en 2035. Ok. Oui, donc c'est ça. Je pense que tout le monde est en train de revenir. Mais je pense que totalement, ça voudrait quand même dire qu'on va se taper. Il va y avoir des taxes, des malus complètement délirants sur les voitures essence d'ici 2035, je pense. Ça n'enlève pas le fait, hein, voilà, que même s'il n'y a pas d'interaction pure et simple en 2035, il y aura quand même je pense, des très très grosses contraintes financières dessus. Là, pour vous donner une idée de ce que j'ai pu lire là ces derniers jours, je crois qu'en France, les véhicules thermiques représentent aujourd'hui, je crois, entre 20 et 28%. Non, je crois que c'est 28% des ventes de véhicules neufs en France aujourd'hui, c'est des véhicules électriques. Donc on est, j'ai envie de dire, déjà et seulement à un tiers. Je pense que l'arrivée de la Twingo là à 19 000 euros va encore booster plus les ventes de véhicules électriques. Je crois qu'il y a Kia qui arrive avec une EV3 à moins de 20 000 euros aussi, si je ne m'abuse. Donc aussi, encore une fois, quand le prix des voitures électriques va commencer vraiment à descendre sous des seuils psychologiques, ça va aider. Puis c'est vrai que là, quand on voit le prix de l'essence, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avec leur plein à 200 balles, qui sont en train de se dire, ah ouais, c'est pas tenable économiquement pour moi, quoi. Encore faut-il avoir une borne chez soi, dit Sauciflon. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est qu'encore une fois, le déploiement de l'infrastructure, il prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Je parle même pas d'avoir une borne privée ou une borne d'immeuble, mais déjà d'avoir assez de points de recharge euh, en ville, on y va. Mais voilà, il y a aussi des nouvelles plateformes comme la plateforme 800 volts qui permettent de recharger beaucoup plus vite. On a des véhicules évidemment qui viennent de Chine, qui offrent et qui promettent des recharges et des autonomies qui sont encore vraiment impressionnantes. Et bientôt, aujourd'hui, on va dire que le 450 km, qui est un peu la norme de beaucoup de véhicules électriques, bah, dans quelques temps, cette norme sera plutôt autour des 650-700 km, avant qu'on atteigne peut-être un jour la, comment dire, la barre des 1000 km d'autonomie généralisée, qui, je pense, sera une grande barre psychologique pour beaucoup de personnes, de dire ouais, j'ai une voiture qui est plus autonome qu'une voiture diesel, là c'est un délire, ok. Et évidemment, en plus, la charge, il y aura de plus en plus de charges, elle prendra de moins en moins de temps, bref, tout est en train de s'améliorer, mais ça prend évidemment beaucoup, 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 beaucoup de temps, quoi. Donc voilà. En parallèle des Azerite, les véhicules électriques qui par essence sont beaucoup plus lourds que les véhicules thermiques commencent à être soumises aux malus de masse des véhicules. Est-ce que je pense que c'est également lié au lobbying des fabricants de voitures thermiques? Je ne sais pas. Possible. Je crois que là, j'ai vu un test du Porsche Cayenne, du nouveau Porsche Cayenne électrique. 2 tonnes 8 ou 2 tonnes 9. Voilà quoi. Bref, on aura une Nissan GTR 36e génération, j'ai envie de dire, qui arrivera. Et je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui veulent ou qui auront les moyens de s'acheter ce petit monstre. Mais c'est un beau bébé. Voilà, j'adore la silhouette de cette voiture. Là. Vraiment une silhouette, en plus, très spécifique, la Nissan GTR, je trouve. J'adore. J'aime beaucoup cette idée d'avoir une berline un peu vénère. Voilà. Dans le genre aussi, je crois qu'il y a Audi qui a sorti ses nouveaux breaks. Genre, Audi a sorti des nouveaux breaks hyper haut de gamme, genre 150 000 euros le break. Et moi qui suis à moitié daron, moitié vieux jeu, avoir un break de sport, j'avoue que ça titille un peu des choses en moi. Mais si je vous le retrouve, c'est le dernier Audi Sportswagon. Allez, on est parti, on se mate des voitures, hein, comme les petits garçons là. Let's go. Euh, Je crois que c'est cela. Je sais plus si c'est cela. Je crois pas que ce soit cela. Attendez. C'est cela. Gear Patrol. Je vous le montre. Alors. Oh, ils sont beaux. C'est les derniers véhicules de très haut de gamme, les Audi RS. Mais regardez le break. Oh là là, moi j'aime bien les breaks. C'est pour emmener les enfants et le chien, bien sûr, hein. C'est pour emmener les enfants et le chien. Je crois que ça vaut 150 000 balles le bébé. Regardez-moi, regardez-moi la taille des pots d'échappement. On dirait que tu vas brancher un tuyau d'arrosage ou un tuyau de pompier pour éteindre un incendie derrière, vu le débit du truc, quoi. Ça a l'air d'être plutôt rigolo à conduire, quoi. Voilà. Je suis un daron, hein. Moi, je vous ai dit, hein, j'aime bien les breaks et j'aime bien les monospaces, donc voilà, quoi. Hop, hop, on ferme tout ça, on passe à des choses mieux. Allez, j'avais un petit point vélo avec vous parce que ça suffit les voitures. Alors, j'avais un point pédale de vélo et j'avais un point, qu'est-ce que j'avais pour finir un peu? Un point sonnette de vélo. Voilà. Alors, je vous présente une pédale plate de VTT
avec une petite rotation. Une petite rotation, voilà. Et moi qui suis évidemment un fan de confort et de performance, hein, parce que j'aime les voitures avec des breaks, si vous connaissez ça, vous savez que si, vous avez déjà fait du vélo avec notamment des pédales clips, avec des chaussures automatiques et des pédales automatiques qui se clipsent, il y a sur, des modèles de pédales à clips, genre les SPD et compagnie, une légère rotation qui vous permet quand vous appuyez sur vos pédales comme un bourrin que vous pédalez, de ne pas, au bout d'un moment, vous tordre un peu le genou parce que la pédale, votre pied, je vous rappelle, est solidaire avec la pédale. Eh bien, cette technologie va être appliquée à des pédales plates, donc des pédales vous ne vous clipsez pas, donc c'est des pédales vraiment, juste avec, des ergots pour venir accrocher mieux votre chaussure. Mais pareil, en fait, quand vous avez des chaussures comme ça avec des pédales ergots, c'est exactement le genre de pédale que j'ai sur mon vélo. Et ben, comme votre pied, il est vraiment, solidaire avec la pédale, et ben, sur votre genou, sur le mouvement naturel de votre jambe, ça peut créer des douleurs dans le genou. Et ben, vous avez ici une marque qui a lancé une pédale qui, retrouve ces 8 degrés d'angle, pour un peu accompagner votre genou quand vous pédalez, sans avoir besoin de clips. La technologie est assez intéressante, je trouve. Hop, donc voilà un peu l'idée autour de ce petit modèle. Oh moi, ça me donne envie d'essayer comme je vous avoue, hein. Je trouve ça plutôt cool, d'avoir un peu le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire, bah, de mettre vos chaussures parfaites, plates, sur une pédale plate, de pédaler toute la journée et de peut-être pas avoir trop mal aux genoux à la fin de la journée. Voilà. Et enfin, on termine ce transport avec une sonnette. Oui, oui, tout à fait, avec une sonnette. Alors attends, Kevorkian, ça marche comment? En gros, vous avez là, c'est montré sur le site, vous avez à l'intérieur de la structure de la pédale, vous avez une tige avec du jeu et des ressorts. Voilà. Je vous remontre ici vous avez la vidéo avec le schéma ici, là-haut, là. Qui fait que du coup, la pédale a un petit jeu de 8 degrés, vous voyez, en haut et en bas. Voilà. C'est malin. Bref. Maintenant, je vous parle d'une sonnette. Et attention, c'est une sonnette. Alors c'est pas WeChat, mais petit quiz. Citez-moi une marque de voiture qui, à la base, était plutôt une marque de vélo. Ah, ah. Indice, c'est une marque qui est très connue dans le monde. C'est une marque de voiture qui est très connue dans le monde du vélo. Alors Peugeot, c'est vrai. C'est vrai Peugeot, ouais. Mais c'est pas Peugeot. Skoda, bien joué. Portefeuille, c'est Skoda. Skoda, un des grands sponsors du Tour de France. Et en fait, Skoda, je l'ai appris il y a quelques temps. Skoda, historiquement, était aussi une marque de vélo. Voilà. Avant de devenir une marque de voiture et aujourd'hui une des filiales du groupe Volkswagen. Je crois que ça fait Seat, Skoda, Volkswagen, Porsche, Lamborghini. Non, ah non, Porsche, ils sont pas dedans. Si, si, Audi, Porsche, Lamborghini. Joli petit groupe. Bref, Skoda viennent de sortir un nouveau produit. Et ce nouveau produit de Skoda, c'est une sonnette de vélo. OK. Mais c'est une sonnette faite pour l'âge moderne. Mais vous allez voir que vous allez dire: «C'est malin» et puis en fait, vous allez dire: «Mais en fait, on n'est pas un peu dans l'escalade de la désescalade?» Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont sorti une sonnette que vous pouvez entendre même quand vous avez des écouteurs ou des casques à réduction de bruit active. Tout à fait. Je vous mets un peu le truc dessus, voilà. Les gens, je vous rappelle, aujourd'hui, ont eh bien des casques qui ont des micros. Je vous rappelle, il y a certaines fréquences, notamment le bruit de fond du moteur de l'avion ou de la rue, que les capteurs vont choper et ensuite, eh bien, ils vont envoyer une onde sonore inversée dans vos oreilles pour annuler le son. C'est comme ça, globalement, que fonctionne la réduction de bruit active. Eh bien, Skoda a sorti une sonnette qui n'est pas électronique, il n'y a pas d'application. Merci mon Dieu. C'est une sonnette normale, vous allez voir qu'elle a un Z un peu futuriste, qui vient sonner à une fréquence spécifique qui est audible à travers vos casques vos casques et vos écouteurs. Oui, tout à fait. Donc voilà, 750 Hz. Donc pour vous donner une idée, nous on entend entre, je sais plus, genre entre 50 et 20 000 Hz. C'est moins que ça, hein, globalement. Mais évidemment, plus vous descendez bas dans les Hertz et plus le son est grave. Donc, généralement, une sonnette a un son qui est très aigu, un ting qui est très aigu. Pour vous donner une idée, 750 Hz, c'est vraiment très, 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 très bas. Et donc, l'idée, c'est de faire quelque chose qui tape dans les 750 Hz sans être un énorme bousin. Double sonnette. Donc voilà, non, tu serais audible 22 mètres plus loin et 5 secondes avant.
Bon, ça reste quand même un gros tambour, hein, parce que quand vous voyez le bousin, c'est Thank you. ah putain, les retours des livreurs des livreaux qui sont blasés d'être là. Alors, pour les questions que je voyais dans le chat, les nombreuses questions que je voyais dans le chat, combien ça va coûter? Il n'y a pas de prix, puisque Skoda a annoncé via son site ici, je vous mets le site de Duobel, que pour l'instant, c'est pas en vente. L'idée, c'est plutôt de les mettre en place avec des vélos et des flottes. Des gens disent oui, mais de toute façon, c'est illégal d'avoir des écouteurs en vélo. Alors là, c'est plutôt pour que tu sois entendu des piétons, normalement. C'est pas pour les gens qui sont en vélo, c'est pour les piétons qui ne t'entendent pas venir parce que les piétons ont souvent maintenant, moi le premier, des casques et des oreillettes un petit peu anti-bruit. Voilà. Et effectivement, comme le dit Kevorkian, ce que je me suis dit, c'est que on se retrouve dans un monde où, globalement, il y a trop de bruit dans la rue, travaux, circulation, voitures, gens, trop de bruit. Donc on met des casques pour ne plus entendre ce bruit. Donc il y a des gens qui inventent des trucs pour passer à travers le bouclier anti-bruit des casques avec des trucs qui font un bruit différent. Parce que vous avez entendu que cette sonnette ne fait pas plus de bruit en termes de volume. Donc elle ne casse pas les oreilles des gens, mais elle passe à travers certaines couvertures de fréquences. Donc j'imagine qu'il va y avoir des fabricants de casques qui vont sortir des casques avec une réduction de bruit active patchée pour combler ce gap des 750 Hz pour stopper ces nouvelles sonnettes. Et ça va être la course à l'armement pour vous isoler ou vous désisoler de votre environnement. Bref, ça me fait un peu rigoler, quoi. Voilà. L'idée en soi est plutôt intéressante parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai mis des écouteurs et des casques anti-bruit, il y a plein de fois, j'ai traversé et franchement, j'ai pas bien checké parce que j'étais tellement isolé du bruit que j'ai failli manger des vélos ou des petits véhicules électriques, genre des trottinettes ou d'autres piétons, parce qu'au début, on n'est pas habitué. Maintenant, je suis beaucoup plus habitué à faire attention visuellement parce que ça fait des années que j'ai des écouteurs et des casques à réduction de bruit active. Donc, je pense que comme à chaque fois, on s'adapte de mieux en mieux. À la même époque, il y a quelques années, on disait: «Mais en fait, là, les Tesla, ça fait trop peur, on les entend pas arriver dans les rues». Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus l'habitude de regarder en traversant parce qu'on sait qu'il y a des véhicules électriques beaucoup plus qu'avant. Donc encore une fois, les gens s'adaptent. Mais voilà, au-delà de la sonnette, c'est marrant parce qu'hier, je regardais une vidéo de Host et de Maudy sur, les faits divers par rapport aux faits de société. Si vous avez regardé cette vidéo, sachez que cette sonnette est un fait divers, mais qui pourrait devenir aussi un fait de société parce que ça raconte beaucoup de choses de la société actuellement. Bref, je trouvais ça intéressant sur le projet. Et sur la société qui raconte. Et voilà, pour vous donner une idée, cette sonnette Duobel n'est pas en vente actuellement de la part de Skoda, mais elle existe bien. Et je trouvais ça marrant ce qu'elle représente. Voilà, je trouve ça marrant de voir ce qu'elle représente. Eurimos qui dit en tant que cycliste qui fait tout à vélo, j'avoue que les piétons qui n'entendent pas quand je les sonne, ça me met hors de moi. Ouais. Oui, je plaide coupable étant moi-même un cycliste et un peu pressé ou des fois un piéton, un peu distrait par le son. Je me mets complètement dans cette catégorie, hein, donc ouais, tout à fait. Voilà, le Duobel de Skoda. Hop, ça veut dire aussi que on a fini avec les news tech et avant de parler un peu de jeux vidéo, hop, yeah, je vais faire des pompes. Skoda a rendu la sonnette open source avec les fichiers en fin d'article. Ouais, Calrero, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Ils la mettent pas en vente, ils ont partagé tous les fichiers là actuellement, c'est ce qui était dit dans la vidéo, tout à fait. Donc, les gens qui disaient que ça allait coûter cher, bah en fait, non. Je pense que de toute façon, c'est pas dans l'intérêt de Skoda de gagner de l'argent en vendant des sonnettes premium. L'idée, c'est plutôt un truc qui est à moitié de la recherche et de la communication institutionnelle pour montrer évidemment que Skoda est évidemment une marque un peu dans l'air du temps, qui comprend un peu les enjeux de société actuellement, etc. etc. quoi. Salut Champi PGM. Allez, c'est l'heure des pompes. J'arrive. J'ai déjà mal d'avance. Alors. Bonjour, c'est pas Skoda qui avait partagé gratuitement le brevet de la ceinture à 3 points d'Idemonic Farrugia. Non, je crois que c'était Volvo. On en avait parlé, je crois que c'était l'année dernière. Volvo qui était l'inventeur, je crois, à l'époque de la ceinture de sécurité à 3 points. Volvo qui a présenté une nouvelle génération de ces ceintures de sécurité. Mais je crois que c'est Volvo normalement. Oui, Kevorkian qui confirme que c'est Volvo. Il y a Hal qui dit: je fais tout à vélo et premier degré, on ne devrait jamais se servir d'une sonnette pour sonner les piétons. S'ils sont sur l'infracyclable, c'est que l'infra est mal foutu, donc on attend gentiment. Reproduisez pas les comportements toxiques de Vroomer, s'il vous plaît, dit Yahal. Ouais, je suis le cul un peu entre deux chaises, Yahal, parce qu'il y a aussi des piétons qui font un peu n'importe quoi.
Donc voilà, je sais pas. Moi, je voulais toujours m'acheter la Knog. Là, c'est celle-là que je vous avais montré là. Justement, qui a été refait pour être plus audible. Knog Oi large. C'était pas la Oi Prima. Voilà, c'est ça, la Oi Prima. Je voulais m'acheter cette sonnette qui apparemment est bien. Elle est compacte et elle est discrète. Mais bon, c'est jamais pratique d'avoir une sonnette quand vous avez quoi qu'il arrive, un guidon, un cintre de route, parce que c'est là où se fixe la sonnette, c'est rarement là où se fixent vos mains, quoi. Maintenant, jeux vidéo avec ce soir, eh bien à 19h, il y a déjà beaucoup de monde dans le chat qui attend, la Triple I Initiative. Voilà. Donc, je vous rappelle, la Triple I Initiative, c'est un jeu de mots évidemment entre le I de indépendant et les jeux AAA, mais c'est souvent un bon moment pour voir des nouveaux jeux. Voilà. Des Slay the Spire, des trucs comme ça. Bon, bref. Donc, c'est souvent et de plus en plus, eh bien, un vrai rendez-vous pour le jeu vidéo avec des vraies bonnes annonces là-dessus. Donc, ce sera tout à l'heure à 18h, si je ne m'abuse. 18 ou 19h, je ne sais plus. 18h. Donc, je ne pourrai pas la couvrir parce que, comme je vous le dis encore une fois, je vais chercher ma petite fille là dans un peu moins d'une heure et je serai seul avec elle ce soir. Et je ne pourrai pas réacte demain, mais je vous conseille de regarder en tout cas cette triple initiative. Peut-être que Mister MV, je pense que ça va être complètement le genre de truc qui va couvrir, très très possible. Mais on risque d'avoir des très 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 bons petits jeux là-dessus. Il y en aura pour 45 000, vous le voyez, et il n'y aura que des trailers avec des mises à jour, des annonces, j'imagine, et des petites nouveautés. Voilà. Il me plaisait pas le tapis roulant? Si, mais j'avais pas de place dans ma chambre actuellement, donc je l'ai rendu avant que je sache que j'ai des bureaux. Bref, on verra. Ça me permettra d'en tester un autre. Je crois d'ailleurs que Mister MV s'est lui-même acheté un tapis roulant. J'ai vu sa story Instagram. Il s'est mis à faire du tapis roulant aussi. Donc voilà. Vive la team saine, streamer et streameuse sain. Bref, autre point maintenant. Un des jeux que j'attends le plus de l'année, Forza Horizon 6, et qui, très très sûr de lui, vient de dropper du nouveau contenu, puisque on a des previews qui sont sortis dans la plupart des magazines traditionnels et des médias traditionnels de jeux vidéo sur Forza Horizon 6. Globalement, ça s'annonce très très bien. Vous savez quoi, on va faire ça en plein écran aussi, pendant que je vous mets la vidéo en haute qualité. Voilà, 80 HD, youpi. Je vais mettre un tout petit peu de son, mais pas trop. Et ici, alors c'est pas un gros spoiler, ça reste un jeu de voiture. Mais ici, bien sûr, on a droit eh bien, à la fameuse course d'intro. Et vous savez, les courses d'intro dans Forza Horizon, c'est une manière un peu d'annoncer l'univers dans lequel vous allez être, avec plein d'animations, une course qui est semi-scriptée. Vous allez voir évidemment des cascades, le bullet train qui va passer. Vous allez avoir les différentes radios, les différentes musiques, les différentes ambiances, avec vous allez voir de la neige, de la montagne. On a tout vu? Non, puisqu'on n'a pas vu de la ville notamment. C'est très attendu de voir les courses nocturnes dans Tokyo avec des néons et des lumières partout. Pour l'instant, vous voyez, c'était plutôt ambiance montagne-campagne. Et vous allez voir, on va faire des sauts pour passer d'une voiture à l'autre. Et vous voyez, petit clin d'œil, on en parlait tout à l'heure, mais la Nissan GTR est la voiture d'ouverture de cette intro. Là, vous voyez, c'est les 6 premières minutes du jeu. Et c'est un peu la course, voilà, présentation trailer que je trouve toujours très sympa pour mettre dans l'ambiance dans un Forza Horizon. J'ai très envie d'y jouer. Je monte un peu le volume. J'aime bien le petit bullet train là qui passe à droite. Vous allez voir, on va avoir la transition quand la voiture va tourner à droite. Et voilà. Est-ce que j'ai maté 2 fois la vidéo ce matin? Peut-être. On passe à la neige. Yeah. J'accélère un peu parce qu'il y en a quand même pour 6 minutes. Et là, on va faire des sauts partout. C'est évidemment d'une game, ce qui ne m'étonne pas trop. Forza Horizon ayant toujours été un des jeux les plus beaux et les mieux optimisés de ces dernières années. Hein. C'est un jeu qui tourne très 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 bien sur console, machine portable et machine normale. Donc là, c'est joli, mais techniquement, je pense que c'est pas non plus une claque par rapport aux anciens. Ça va être très très bien. Mais je crois tout à fait, je pense tout à fait qu'on va pouvoir y jouer, notamment au 4K dans des très très bonnes conditions à ce petit jeu. J'accélère un peu, voilà la neige pour la fin de la neige. On va passer à la montagne. Parce que la montagne, c'est mon morceau préféré. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de la petite funk années 80 et une ambiance évidemment. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de drift. Voilà, parce que là, bon, je vois la Troeno à 86 qui est là. Je suis là, genre, ok. Malheureusement, c'est pas la voiture qu'on va conduire. Mais bon, bref. Mais la musique, je mets le son plus haut parce que petite funk années 80 là.
井戸川宇宙センターからガチャシティラジオをライブでお届けしています。1週間にわたって盛り上げてきたけど、今日がいよいよ本番。ホライズン放送衛星の打ち上げだよ。サングラスをかけて一緒に打ち上げパーティーに参加してね。Oh, c'est un petit kiff, hein. Avec la bonne voiture, la bonne musique. Cryogenic engine cooling initiated. Hydrogen igniter Un petit jump. Et le jeu nous fera évidemment restera pudique sur l'atterrissage de la Porsche 911 qui je pense l'a pas très bien vécu, mais on fera comme si elle était bien atterrie, quoi. Voilà. Bref, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. Je profite de la fin de ces 6 minutes de gameplay d'introduction pour vous donner un peu ce que j'ai pu lire et voir sur la preview du jeu, parce que les gens ont pu jouer. Voici ici la GTGR, le prototype qui a été fait, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Pour la dernière partie de cette intro. Globalement, les maps ont l'air d'être absolument gigantesques. Les sensations de conduite sont un peu ce qu'on connaît. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment le rythme de jeu est un peu moins hystérique que les autres, où les autres ont débloqué un peu tout et n'importe quoi, et un peu comme dans un Battlefield où certains jeux, en fait, tu savais plus ce que tu étais en train de grinder, tu débloquais des voitures, des bouts de trucs, à la fin tu savais plus trop ce que tu faisais, quoi. Apparemment là, le jeu revient à un système de bracelet un peu à l'ancienne comme dans Forza Horizon 2, donc il y a un rythme un peu plus calme. Et évidemment, on attend de voir la partie qui intéresse beaucoup de gens, c'est la partie urbaine en ville. Puisque vous voyez ici, on est plutôt dans les montagnes avec le mont Fuji au fond et la campagne. Mais ça s'annonce quand même... ça s'annonce quand même très bien, quoi. Est-ce que ce n'est pas le meilleur jeu Xbox Garou Gary ? Je pense que Loki, c'est en fait la vraie licence star de la Xbox de ces dernières années. C'est Forza Horizon qui s'est imposé comme un étalon maître en termes de très bons jeux de voiture open world. Et un étalon maître en termes de technicité, quoi. C'est vraiment... Est-ce que Horizon c'est plus arcade que Motorsport ? C'est pareil, c'est beaucoup plus arcade que Motorsport Horizon, hein. C'est beaucoup plus... voilà. Voilà, je sais pas si la vidéo ça paraît pas hyper fluide. Si, Fletcher, en gros là c'est sur du... si tu vas sur YouTube, je vous ai mis le lien ou pas ? Ouais, je vous ai mis le lien. C'est la 4K 60 FPS, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc... j'ai évidemment très hâte de voir ce jeu et d'y jouer. Je pense, encore une fois, mais si je ne suis pas du tout un weeb, que l'environnement japonais s'annonce assez exceptionnel en termes de diversité d'environnement, puisque le Japon est un pays qui est assez fou et très divers. Donc, que ce soit les montagnes, les campagnes, les villes, c'est toujours des trucs qui sont très iconiques et très visuels, je pense, par rapport à d'autres endroits qui ont été visités par la licence Forza Horizon. Donc, voilà, je pense que de toute façon, le jeu, il s'annonce techniquement, encore une fois, qui va être très bien optimisé comme les Forza Horizon précédents. Je pense que l'environnement japonais est un des meilleurs choix possibles au-delà de tous les gags sur le Japon, il nous faut un truc dans le Japon. Et si le système de progression est un peu plus calme que dans d'autres Forza Horizon, un peu plus méthodique, etc., et qui ressemble plus au vieux Forza Horizon, je pense que c'est pas plus mal. En vrai, c'est pas plus mal. Voilà. Donc c'est un des... Forza Horizon, je trouve ça cool globalement, mais c'est jamais un jeu que je day one ou que je joue énormément. Même je joue en général un petit peu comme ça, à droite à gauche, sans trop m'investir. Là, j'avoue que c'est un des Forza Horizon que j'ai vraiment envie de doser un peu plus que d'habitude. Petite Toyota Celica. Ah, petite Toyota Celica. On a un peu de ville ici. Mais ouais, j'attends vraiment de voir. S'il tourne sur genre une Légion Go S, ce serait le feu. Le jeu tourne très bien en 1080p sur une Xbox, une ROG Ally. Donc, je vois pas pourquoi il tournerait moins bien sur une Légion Go S. Il devrait tourner assez correctement en 720p, je pense, hein. Par contre, ça conduit à gauche au Japon, dit Björn Born. Attention, là, je pense que généralement, dans Forza Horizon, tu conduis un peu là où tu peux pour prendre les meilleures trajectoires. Donc, tu conduis à droite ou à gauche, en gros, tu conduis un peu. Voilà. On verra en ville, mais je pense qu'évidemment, en ville, les voitures que vous allez croiser vont rouler évidemment vont rouler à gauche, quoi. Oh, les voitures. Voilà, ça donne très envie. Allez, je termine avec un dernier petit gadget maintenant pour des gens qui ont besoin d'être AFC. Voilà. AFK, c'est Away from Keyboard.
Il y a, eh bien, un gadget, alors c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai truc. Camoulox, McDonald's Turquie, offre dans ses menus best-of un accessoire quand vous êtes AFC, c'est-à-dire Away from Controller. Camoulox Maximum. Voilà, c'est Archie, qui est une arche qui vous permet eh bien, de maintenir potentiellement vos sticks en position neutre ou vos sticks en position avancée, c'est-à-dire que vous pouvez auto un peu avancer avec le temps que vous mangiez votre menu bien bien gras. Apparemment, ce n'est pas du tout un poisson d'avril, c'est quelque chose qui est sorti, mais voilà, qui a une sorte de petit gadget en plastoc, mais c'était un clin d'œil, et évidemment là-dessus, et j'ai trouvé ça assez drôle de voir le petit bousin, quoi. Ça coûte pas cher à faire, je pense, et ça permet toujours de gagner des petits points de stricto credibilitado, voilà. Déjà de base, quand tu vas chercher un burger pour manger un McDonald's, tu touches pas à ta manette. Règle de base, tu ne touches pas à ta manette. Mais bon, bref. Je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, en fait, c'est de faire un petit coup de pub. Voilà, on fait une impression 3D d'un petit truc en plastoc en forme du logo McDonald's pour maintenir tes sticks avancés, pour auto-avancer le temps que tu manges le temps que tu manges ton burger, ton fast-food, quoi. C'est évidemment un petit coup de com plus que autre chose. Voilà. Ça fait combien de temps que j'ai pas mangé au McDo? J'étais sur un sacré record, hein. Ça faisait 10 ans plus que j'avais pas mangé au McDo jusqu'à que pour mon anniversaire, ce connard de Trunks m'apporte du McDonald's en live que j'ai mangé, c'était dégueulasse. J'ai pas remangé du tout, donc là ça fait ouais, j'ai mangé une fois au McDo en 17 ans. Non, ouais ça, j'ai mangé une seule fois au McDo en 17 ans. Ça me manque pas, ça me manque pas, ça va très bien. Hop, alors ça va être la fin de ce stream les gens. Joli score, ouais. Moi je suis content comme je suis pas fan du McDonald's, je me dis: «Bah, je suis pas fan du McDo, c'est le moment de pas y aller en fait, au McDo». Vu que c'est pas ouf non plus, autant ne pas trop y aller quoi, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez aimé cette petite revue de presse, les gens. Voilà. On aura parlé de mini tablettes, de belles voitures, de belles sonnettes de vélo, de l'histoire et du futur de l'iPhone notamment, hein. Encore une fois, de belles images de l'espace, de belles futures images que vous ferez évidemment avec vos vies normales, avec les futures caméras de chez GoPro, de chez DJI et de chez Insta360. Je vous rappelle, demain, je suis dans le train avec toute la team Game of Roll. On fera sûrement des stories hilarantes avec Fibrotti qui dit c'est bon, on arrête, ça va être la déglingue tous les soirs et tout, alors qu'il va dormir à 21h. Donc on sera tous dans le train demain pour eh bien, le French Festival. On arrive vers midi à Avignon. Le temps de s'installer, tout ça. Je vous retrouve, je vous rappelle, samedi, fin de matinée, sur place. Vous pouvez venir nous voir au théâtre du Chêne Noir, si je ne m'abuse, pour jour de play. Vous avez tout le programme, évidemment, si vous êtes au Frame Festival cette semaine. On sera samedi matin et jour de play pour une grosse émission avec 3 invités, rien que ça. Je vous ai préparé des petites surprises pour mes 2 chroniques. Et samedi et dimanche à 13h, on sera au conclave des papes, comme l'année dernière, avec la team Game of Roll pour une séance exceptionnelle, encore une fois, en public. Et évidemment, vous pouvez venir nous voir en live sur place à Avignon ou tout simplement nous retrouver. On sera sur la chaîne d'Arte ou celle de Mister MV. Voilà. Allez, je vous laisse les gens et je vous retrouve normalement samedi. Ciao tout le monde. Bye bye.